Samedi 27 novembre 2021, mesdames, messieurs, c'est avec un léger retard que nous allons devoir commencer cette émission, simplement parce que nous avions connu 3 désistements, si pas 2 à la dernière minute. Des problèmes d'ordre familial. Jean-Pierre Kayembe, qui devrait être avec nous, a connu un problème de famille qu'il fallait résoudre au niveau de Kinkole. Gauthier Sey, avec les problèmes de l'enfant, nous sommes des cœurs, nous pensons que les choses vont très bien se passer. Alors, je suis avec Cissé Traoré, je suis content qu'il soit revenu sur Congo Presse d'aujourd'hui parce que vous l'aviez tellement réclamé pour venir justifier ses positions pour avoir taxé l'église catholique d'une église de pédophiles, une église d'homosexuels. Mais nous avions vu les institutions se liguer derrière les pédophiles. Est-ce que peut-on dire qu'un ami du pédophile est aussi pédophile? On ne sait pas. On va imaginer la question, on va analyser la question. Désormais, vous devez le connaître. Il est demandé à Willy Bakonga de rentrer en prison centrale de Makala, le centre pénitentiaire de Kinshasa, simplement parce que le ministre de la Justice estime que, au regard du fait lui reproché, les faits répréhensibles lui reproché de détournement, il n'était pas éligible sur la liste des graciés, donc il ne devrait pas être gracié. Mais pourquoi il a été libéré? Mais on se pose la question. Avant d'être gracié, il y a une commission du ministère de la Justice, de la présidence de la République, qui s'initie, ça nous sommes au niveau de la procédure, qui examine au cas par cas sur la légibilité de candidats et leur dossier vis-à-vis de principes ou de préalables de grâce. Mais comment vous pouvez imaginer que quelqu'un a été gracié, mais l'ordonnance du président cette fois-là va être, si on ne l'a pas entendu, cette ordonnance à la RTNC comme d'habitude, mais qu'à cela ne tienne, l'ordonnance du président va être cette fois-là contredite par la position du ministre de la Justice. Est-ce que peut-on parler de l'incompétence dans ce pays où le président pose les actes, le ministre de la Justice vient contredire, mais finalement on se pose la question, comme les actes du président, la parole du président vaut une force de loi, on estime que cette fois-là, la parole du président va être opposée par l'avis du ministre de la Justice qui avait ses délégués et qui condamne même l'acte. À qui peut-on croire? Cissé Traoré, bonjour et bienvenue Congo Presse d'aujourd'hui. Bonjour Louis-France, merci de l'invitation. J'en profite pour dire en même temps ma solidarité aux confrères qui ont connu des problèmes d'ordre sociaux. Donc, mais sinon, je suis content d'être encore une fois sur le plateau de Congo Presse. Merci beaucoup Cissé Traoré. Nous allons devoir commencer l'émission. D'abord, tu es obligé de justifier tes positions. Les positions que tu as eues sur Congo Presse de la fois dernière. Tu as dit que l'église catholique était une église de pédophiles, une église des homosexuels, et qu'il n'y avait aucune crédibilité à accorder, mais on a vu toutes les institutions de la République se liguer derrière, en commençant par l'institution président, le Parlement, mais le gouvernement aussi, derrière les pédophiles. Est-ce que peut-on dire que ne peut suivre un pédophile qu'un autre pédophile? Non, mes propos sont à interpréter comme ceci. C'est vrai que l'Église catholique a eu des démêlés, des incompréhensions avec le régime en place. Du reste, des incompréhensions qui ont, semble-t-il, été aplanies du fait de quelques rencontres d'apaisement qui ont eu lieu les 2 jours passés. Mais sinon, qui ne sait pas qu'au sein de l'Église catholique, il y a des prêtres pédophiles? Ce n'est pas Cissé Traoré qui le dit. Des enquêtes ont éclaté ça et là partout à travers le monde. Donc, le fait pour moi de rappeler qu'il y a parmi les prêtres de l'Église catholique, pas tous quand même, mais il y en a qui sont accusés de pédophilie, il y en a qui démissionnent même ça et là à travers le monde pour des abus sexuels et autres, tout. Mais ça ne voudrait pas dire que toute l'Église catholique est bourrée de pédophiles. Mais quand même, il y en a. Et ce n'est pas le fait que l'Église catholique, je ne vais pas faire allusion aux protestants, catholiques d'abord, ce n'est pas le fait pour eux d'avoir aplani les divergences avec le régime en place que ça va changer mon point de vue. Je suis convaincu qu'il y en a encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la Cinco fait la paix avec le régime que je vais changer de discours. Oui ou non, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des prêtres pédophiles. Oui, il y en a.
Mais ce n'est pas parce qu'ils vont faire la paix avec le régime qu'on doit changer de discours. Mais tout en soulignant qu'il y a des bons prêtres dont on ne doit pas jeter en pâture la crédibilité et l'honneur. Cependant, il ne faut pas non plus qu'on oublie qu'il y a des prêtres qui, n'est-ce pas, sont dans des pratiques que l'on décrit. Donc, mes propos, je les réitère. L'Église catholique a une image à protéger, ça c'est vrai. Les prêtres, parmi eux, il y en a qui sont dans des pratiques que nous avons décriées jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait pour eux d'avoir rencontré le chef de l'État, le fait pour eux d'avoir reçu la délégation des chefs des institutions ne change en rien l'aspect que il donc y a l'Église catholique n'est plus crédible à votre entendement. De mon point de vue, il faudrait faire la part des choses. Il s'agit des animateurs de l'Église et de l'Église elle-même en tant qu'institution. Mais il y a d'un côté les animateurs. S'il faut dire ici qu'ils sont intimement liés, ça c'est vrai. Parce qu'évidemment, l'image de l'Église est véhiculée par ceux qui animent les organes de cette Église. Si ceux qui animent les organes sont trempés de temps en temps dans des prises de position qui, de mon point de vue, me paraissent politico-religieuses, ce n'est que normal que l'on ait aussi des divergences de vues d'un certain point de vue. J'estime que l'Église catholique a une image à protéger. Mais seulement, on peut prendre l'image véhiculée par ces animateurs, coller à l'Église dans la limite où l'Église n'est que le reflet de ce que ces animateurs sont. Donc, je peux dire ici, de la même manière que l'Église catholique a une crédibilité, autant l'Église protestante en a, autant que l'Église de Dodo Kamba en a, mais tu sais, autant aussi l'Église d'Ankuna aussi. Quand tu as abordé la question de l'Église catholique, c'était avec beaucoup de mépris, beaucoup de dédain, avec beaucoup de diminutifs. C'est comme si tu as attendu que l'Église catholique ait des divergences avec le régime en place pour que tu enfonces le clou. Maintenant que le régime en place paraît en odeur de sainteté avec l'Église catholique, c'est comme si ton discours est en train d'être modifié. Je me pose la question si les positions que vous prenez dépendent de l'harmonie que le régime peut avoir vis-à-vis des autres services et structures de l'État, comme de privés ou comme de la République. Ce qu'un individu a un problème avec le régime, il est mal vu. Je répète encore ici que ma position n'a pas changé. La position que j'ai vis-à-vis de l'Église catholique, elle demeure la même, elle n'a pas changé. Mais seulement le même discours que je tiens aujourd'hui, je le tiendrai si demain l'Église catholique rentre encore dans des confrontations avec le régime, peu importe. Mais l'appréhension que j'ai de l'Église, elle reste la même, elle ne changera pas. Mais seulement je rappelle ici, de la même manière que j'ai eu une appréhension pour l'Église catholique, j'en ai aussi pour les protestants, pour l'Église de Dodo Kamba, pour l'Église de Mukuna et tous les autres. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser seulement l'Église catholique. C'est vrai qu'en politique, le discours peut changer. Mais écoutez, nous, journalistes qui sommes très proches des politiques et qui abordons des questions politiques, de temps en temps, nous pouvons user d'un discours, d'une vue des politiciens. Comment ça ? Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est la paix entre ceux qui sont les soutiens du régime en place avec l'Église catholique. Ceux qui, n'est-ce pas, vilipendaient le cardinal hier, aujourd'hui, sont en train de l'ascenser. Toi y compris. Non, pas du tout. Moi, j'ai... Si, tu as parlé du cardinal avec beaucoup de dédain. Non, mais je dis ceci. Ce que j'ai comme appréhension pour l'Église, ça n'a pas changé. Si hier, le cardinal... Tu as quand même affirmé que, je te rappelle les faits, tu as quand même affirmé que le cardinal Ambongo avait des enfants, c'était un père de famille, ça n'avait rien de ce qu'il prétend être parce que c'était un père de famille. J'ai même vu, tu as posté certains de ses enfants. Non. Si? Ça, ce n'est pas moi. Si? Ce que nous avons dit, l'on peut publier. Je me rappelle avoir publié Aminata Ambongo qui a été découvert. Mais je sais ce que je te dis. Mais si c'est Traoré, il vous dit qu'Aminata Ambongo, il s'agit de la fille du cardinal. Rien à voir. La connectivité que tu crées entre ma publication et le cardinal n'a rien à voir. Elle ne s'explique pas. En tout cas, pas du tout. Parce que je ne vois pas comment vous faites la ramification entre Aminata Ambongo dont on parle. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom d'Ambongo dans ce pays. Nous avons beaucoup de respect pour le cardinal. Nous pensons que lorsque quelqu'un est sur un chemin que nous pensons être de la perdition,
il peut se raviser et revenir sur le bon chemin. Quoi de plus normal que nous aussi, qui les critiquions hier, nous puissions changer d'avis. C'est normal. Lorsque Louis-France se perd et nous constatons que Louis-France se perd, c'est normal. On te critique, on te dit que là tu es perdu. Mais quand tu reviens sur le bon sentiment, qu'est-ce qu'on dit? On change de sollicite aussi. C'est normal. C'est ça la logique. Mais pourquoi quand le chef de l'État se perd, vous ne le critiquez pas? Non mais écoutez, le président de la République, c'est une personne humaine. Oui, mais je repose la question. Pourquoi quand... Attendez. Si c'est Traoré, j'ai beaucoup aimé ta conclusion quand tu dis que c'est lui qui se perd, il faut toujours les rappeler les bons sens. Quand le président se perd, c'est comme si les bons sens pour lui n'existaient pas. Vous ne pouvez pas les rappeler. Non, mais on le fait de temps en temps, plusieurs reprises. Comme quand? Lorsqu'on constate que... Comme quand? Lorsqu'on constate que la politique du régime en place sur tel ou tel autre... Non, du chef de l'État d'abord. Vous parlez de l'individu. Non, mais le président de la République ne gère pas tout seul. Il y a toute une batterie d'abord tout ce qui est... D'abord, ce qui est du chef de l'État, est-ce qu'il vous est arrivé, si je vous pose la question aujourd'hui, s'il y a une critique à faire contre le chef de l'État sur ce qu'il a fait de mauvais, ça peut être quoi? Il y en a plusieurs que je ne peux pas me rappeler en ce moment ici. Mais sinon, j'ai émis des critiques de temps en autre. Par exemple. Il va me falloir aller revisiter mes archives. Mais sinon, ceux qui me suivent savent que de temps à autre, j'émets des critiques à l'endroit du régime. Non, mais sur quel fait, par exemple? Si les faits me paraissent inopportuns, j'émets des critiques. Sur la question du RAM, j'avais mis des critiques. Non, ça ce n'est pas... Non, attendez. Si c'est Traoré, pour ce qui est du cardinal Ambongo, ce n'était pas une affaire associée au fonctionnement de l'Église. C'était un comportement que vous aviez qualifié de personnel. J'ai retourné la même question pour dire, pour ce qui est du comportement personnel du chef de l'État, c'est que vous avez déjà critiqué, le comportement personnel. Je répète encore, le président de la République étant humain, il peut lui arriver. Il lui est déjà arrivé aussi. Il peut lui arriver de faire. Il lui est déjà arrivé ou il peut lui arriver? Comme on dit, il n'y a pas de cerveau parfait. Tous nous faisons des erreurs. Alors si le président en fait une, quoi de plus normal que de rappeler... Qu'est-ce que vous avez déjà critiqué? Il y en a plusieurs. Quoi par exemple? Vous savez que moi, pour ce qui concerne moi, je ne sais pas. des questions, pour ce qui moi, je n'ai jamais entendu critiquer le chef de l'État. À plusieurs reprises. Quoi par exemple? Je vous ai dit ici que j'avais critiqué le dossier RAM. Moi, non, le chef de l'État, j'ai dit au régime que ce n'était pas opportun de pondre une nouvelle taxe, ou de vouloir ponctionner sur le peu de revenus que le Congolais moyen a, y ponctionner encore quelque chose sous forme de rémunération de services ou de quoi que ce soit. J'avais dit mon opposition à cette taxe. C'était quoi votre lecture sur le dossier Gisèle Mpela? Votre lecture était quoi? Voilà, vous voulez à tout prix m'amener sur ce terrain-là. Écoutez, le président de la République... Non, je repose ma question, si c'est Traoré, attendez. Quelle a été votre lecture sur les dossiers Gisèle Mpela? J'avais émis un point de vue là-dessus. Je me suis dit que je donnais ma langue au chat. Pourquoi? Parce que le président de la République a une vie privée aussi, au-delà du fait d'être... on n'a pas de vie privée. Au-delà du fait... Mais nous n'avons pas attaqué Ambongo sur sa vie privée. Pas du tout. Non, mais ce dont vous parlez là, c'est une vie privée. Le président, en tant que personnage public, il a d'un côté une vie privée. On ne peut pas s'en mêler pour simplement vouloir stigmatiser un côté. Tu as compris ma question? J'ai très bien compris. L'injustice que vous usez, je vais vous rappeler les faits, si c'est Traoré. C'est très important. J'ai apprécié même que tu sois seul à cette émission parce que ça va paraître comme un tic-au-tac. Tu as bien dit que quand il y a un dépassement, il y a un débordement, il y a un dérapage dans le comportement, il faut les rappeler. C'est un principe qui doit être universellement posé. Aminata Ambongo, vous l'avez sorti, j'ai vu les photos qui circulaient sur les réseaux sociaux parce que en dehors d'Ambongo cardinal, il n'y a pas un autre Ambongo que tu connais. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Attendez, non, je vais vous poser la question. Qui soit des notoriétés, pourquoi avoir attendu que l'Église catholique se brouille avec les régimes pour sortir les Aminata Ambongo? Là n'est pas le problème. Là, la vie privée n'y était pas. C'est comme si la vie privée n'existe que dans la vie du chef de l'État, mais la vie des autres personnes, des autres personnalités, des autres individus, la vie privée n'existe pas, il faut les balancer. Non,
Je répète encore, cher Louis-France, Oui. je ne me suis pas attaqué à la vie privée du cardinal. Amina Tambon, c'est toi qui as sorti les dossiers. Sur le plan des principes, je n'ai pas touché à un seul coin de la vie privée du cardinal. Mais quand tu dis que ce sont des pédophiles, lorsqu'on dit, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit, il y en a parmi eux qui sont, ça c'est vrai, ce n'est pas l'église catholique. Mais ce n'est pas la vie privée, ça. Ce n'est pas l'église catholique qui Non, je vient dis, est-ce que ce n'est pas la vie privée? Non, mais attendez. Oui. Lorsqu'il y a des comportements qui enfreignent les règles de la société, qui enfreignent la loi, quoi de plus normal que de le dénoncer? Il ne s'agit plus de la vie privée lorsque vous commettez des infractions. Ça, il s'agit d'une infraction. Est-ce que lorsqu'on découvre que des prêtres, il y en a parmi eux qui versent dans la pédophilie, est-ce qu'il faut les protéger? Mais est-ce que ce n'est pas l'église catholique qui vient dire? J'ai posé la question, est-ce que ce n'est pas la vie privée? Est-ce que qu'on se comprenne? Oui. Il y a des questions, qu'il s'agisse de la vie privée ou pas, mais lorsque ça enfreint les règles de la société, ça enfreint les règles de vie quotidienne, ce n'est que normal qu'on les aborde sur la place publique pour décourager. Très bien. Mais ici, il ne s'agit pas d'une question d'un comportement qui enfreint une règle de vie. Ce n'est que normal que si Louis-France a des problèmes dans son foyer, est-ce que pour autant, tant que ça ne touche pas à la vie nationale, tant que ça ne touche pas à la liberté des autres, au bon sens, à la morale des autres, pourquoi il faut venir l'aborder sur la place publique? Je vais te rappeler un fait. Le fait ici est que quand nous lisons, je crois, l'article 30 ou 31 de la Constitution, je crois que la mémoire ne me trahit pas, ceux qui sont à la maison peuvent toujours vérifier. Comme tu as parlé de la vie privée du chef de l'État, mais on dit qu'aucun Congolais ne peut être expulsé sur son sol, sur le territoire national. Cette question, qui est une question de violation constitutionnelle, n'est plus une question de la vie privée d'un individu, contrairement à quelqu'un qui peut prétendre être pédophile ou pas pour des raisons qu'il connaît lui-même. Et ici, on voit les services de l'État accompagner... Décidément, vous ne lâchez pas la question. Non, je vais lâcher, mais je voudrais, parce que je voudrais, même si tu étais venu avec un co-débatteur, on devrait accorder 1 ou 2, 3, une dizaine de minutes sur la question de pédophilie de l'Église catholique. Quand un Congolais, un fils ou une fille du Congo, du pays, est expulsé dans des conditions aussi inhumaines, ce n'est plus de la vie privée, ça devient une vie publique. Vous êtes d'accord avec moi? Louis-France, oui. Je sais que vous ne serez pas à mesure de me prouver que la dame a été expulsée. Vous ne saurez pas me prouver. Je peux vous le prouver? Allez-y. Très bien. Si vous me convainquez, vous me prouvez qu'elle a été expulsée, ainsi on va débattre de la question. Mais que je sache, il ne s'agit pas d'une expulsion. C'était quoi? Mais il s'agit d'un retour volontaire de la dame elle-même. Avec la deuxième. Ça n'a rien à voir d'une expulsion. Avec la deuxième. Ça n'a rien à voir avec une expulsion. C'est la deuxième maintenant qui accompagne les individus. Je vous dis qu'il ne s'agissait pas d'une expulsion. Attendez, c'est trop. Je te connais quelqu'un de très rationnel. Donc c'est maintenant la deuxième qui commence à accompagner les individus pour rentrer en Europe. C'est ça? Je mets ma main à couper encore une fois, Louis-France. Vous ne saurez pas me prouver qu'il s'agissait mais qu'est-ce qui justifie la présence de la deuxième? Non, mais si la dame a décidé volontairement de se faire accompagner par la deuxième, de pouvoir retourner en Belgique, quoi de plus normal que de laisser sa liberté être exécutée avec la deuxième? Mais n'en faites pas une expulsion. Attendez. Donc quiconque appelle la deuxième, moi aussi, je peux appeler la deuxième m'accompagner à l'aéroport pour voyager. Je vous dis qu'il ne s'agit pas d'une expulsion. C'est quoi alors? Mais je vous dis ici qu'il s'agissait d'un retour volontaire. Si Louis-France décide d'aller vivre dans son kikwiti profond, quoi de plus normal que de te laisser sa liberté, de regagner ton milieu de vie naturel? Avec la deuxième. Est-ce qu'on va te forcer d'habiter Kinshasa? Avec la deuxième. Encore une fois, il s'agit de questions d'ordre familial et spécifiquement d'une vie privée qui ne devrait pas être abordée sur la place publique. Ça avance les Congolais en quoi? Parce que vous voulez que l'on aborde des questions... Attendez, l'Église nous avance à quelque chose. Attendez, vous voulez qu'on aborde des questions des politiques publiques, des questions de société, des vies courantes et des Congolais. Très bien. Alors, quoi de plus normal que de ne pas aborder ce genre de questions qui ne nous avancent en rien du tout? Ok. Une amende honorable. J'aime quand tu fais une amende honorable. Parce que si tu n'avais pas une amende honorable, on y serait jusqu'à la fin. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était
le biscuit de l'émission du Congo Presse d'aujourd'hui, Cissé Traoré est seul. Nous voulons maintenant discuter d'une autre question. Maintenant, comme tu parles de la société, ça ne concerne pas la société. On ferme la parenthèse. Je te vois transpirer un peu là. Est-ce que ça va? Allez-y, je suis imperturbable. Je suis très calme. Très bien. Maintenant, nous allons revenir sur le contexte de cette rencontre, sur le plan politique, symboliquement. Est-ce que peut-on voir le bloc patriotique évoluer, émerger en dehors de l'Église catholique? Déjà, vous n'avez que le fiasco d'aujourd'hui comme illustration pour pouvoir vous faire une idée exacte de ce que va être l'avenir de ce bloc aquatique. Mais ici, il faut rappeler que les deux organisations motrices, des vrais moteurs qui sont à la base de la mobilisation, des appels, des organisations qui signent même des documents qui convoquent des marches et des sit-ins. Les deux organisations-là sont profondément rattachées à l'Église catholique et aux protestants. Alors dites-vous que si ces deux églises décident de faire la paix avec le régime en place, ça veut dire par ricochet que ces organisations, ces bras séculiers-là de ces deux églises vont elles aussi entrer en hibernation. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mobilisation. La preuve, la manifestation qui était prévue pour aujourd'hui, vous avez vu le bloc aquatique capituler. Bloc aquatique. Écoutez, je ne voudrais surtout pas appeler ça bloc patriotique parce que de mon point de vue, je suis convaincu qu'il n'y a rien de patriotique là-dedans. Donc, comprenez que je refuse de les appeler bloc patriotique. Alors, vous n'avez que le fiasco d'aujourd'hui comme illustration pour comprendre de ce que va être la suite de l'avenir de ce bloc. Déjà, Milapro, CalCC, Patati Patata et les autres, c'est eux qui sont des moteurs en termes de mobilisation, en termes de propagande. Si ces deux-là se refroidissent déjà du fait de la paix déjà faite par les deux églises, je vois les protestants et les catholiques, ça veut clairement dire que la suite logique est que Fayulu et Mouzitou restent en isolement. Et je ne vois plus qui est-ce qui va mobiliser demain pour une prochaine marche, surtout que Ensemble pour la République n'est pas dedans. Les deux organisations vont s'éteindre. Je fais allusion aussi à l'Église catholique et l'Ensemble pour la République est quand même vous reconnaissez quand même que c'est une force importante. Non mais écoutez, apparemment il n'y a pas longtemps vous aviez semblé minimiser. Il ne faut vraiment pas faire de l'amalgame. Tous les acteurs politiques se valent. Évidemment sur terrain ils n'ont pas tous le même poids. Mais cependant, il faut reconnaître que Moïse Katumbi, c'est un leader. Dans la sphère politique congolaise, Moïse Katumbi est un leader. Ça, c'est vrai. Alors, à moins d'être de très mauvaise foi et d'être subjectif, pour refuser à Moïse Katumbi la qualité d'un leader. Pour autant, il faut rappeler que les acteurs politiques n'ont pas tous le même poids sur le terrain. Ça, il faut le dire. Moïse Katumbi, nous reconnaissons que c'est un leader. Mais s'il acceptait qu'Ensemble pour la République adhère dans le bloc Fayulu et autres, il aurait apporté quelque chose. Mais le fait pour lui de ne pas y être, c'est aussi un poids de moins. Évidemment. Alors, comparé maintenant au départ, parce que déjà de mon point de vue, il s'agit d'une séparation, au départ de l'Église catholique et des protestants, ça va à coup sûr impacter sur la capacité de mobilisation du bloc. À tel point que... Donc vous voulez dire que l'avenir du bloc dépend de l'Église catholique et l'ECC? Je vous dis ici que l'Église catholique et l'ECC, ce sont ces deux organisations qui, en quelque sorte, tenaient le bloc en termes de... Parce que je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'avenir pour le bloc patriotique en dehors de l'Église catholique et l'ECC? D'abord, il faut dire ici qu'il y a un grave... Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le bloc patriotique, il y a la Mouka. Mais justement, on nous a dit ici que qui engageait le bloc, c'était Milapro et CalCC, c'est eux qui signaient les documents qui convoquent les marches et les sit-ins. Mais maintenant que je suis certain, ils vont se refroidir, qui vont à présent convoquer les marches et les sit-ins, si ce n'est que les acteurs politiques qui vont y rester. J'ai fait allusion à SID et autres. Mais il y a tout de suite la question de conflit de compétences, conflit de leadership.
Est-ce que vous voyez des gens tels que Mouzito et autres se ranger derrière Fayoulou? Parce que vous le savez que Fayoulou, comme mais Mouzito est toujours derrière Fayoulou. Ça, vous le savez. Ça, c'est vous qui le dites. Mais demandez aux communicateurs ou aux cadres des Nouvelles Élan, ils vous diront qu'ils sont côte à côte. Ils sont pas. Non, il n'y en a pas qui sont derrière l'autre. Vous êtes dans l'option de les diviser. Ils sont toujours ensemble. Non. Ah, vous dites ensemble, mais en même temps, vous dites derrière. Non, quand vous dites derrière, ça a une autre explication. Attendez. Quand je dis derrière, c'est qu'aujourd'hui, le président en exercice de la Mouka, le coordonnateur en exercice de la Mouka, c'est Martin Fayoulou. Quoi de plus normal que Mouzito soit ses ligues derrière? Il y a peu, c'était Mouzito le coordonnateur. Oui, mais Fayoulou était derrière. Mais vous ne teniez pas ce discours-là. Il y en a qui n'ont jamais tenu un discours comme quoi Mouzito, plutôt Fayoulou serait derrière Mouzito. Ici, il faut dire que clairement, dans l'opinion, ça donne l'impression que Mouzito est à la traîne de Fayoulou. Et ça, c'est un diminutif. Les cadres des Nouvelles Élan n'accepteraient pas un discours. Maintenant, je vous repose une petite question dessus. En quoi vous trouvez que ça gêne? Parce que Bahati, qui a beaucoup de députés, soit derrière Félix Tshisekedi, qui en a peu, aucun sénateur d'ailleurs, Bahati en a autant, avec un poids politique important, il est derrière Félix Tshisekedi. En quoi ça gêne? N'oubliez pas que nous sommes dans... Je peux vous ajouter Bemba, je peux vous ajouter Katumbi. Si on fait bloc, ils ont beaucoup de députés que Félix Tshisekedi, mais ils sont derrière Félix Tshisekedi. Oui, mais justement, ici, cette comparaison-là ne tient pas. Parce que Tshisekedi est président de la République. Fayoulou, dans l'organisation, ils ont les mêmes rangs que Mouzito. Donc, quoi de plus normal que Mouzito se sente gêné de vouloir se ranger derrière Fayoulou. Mais ici, là, il s'agit d'un président de la République. Disons la première. On dit que les autres, Fayoulou, c'était un président. Les autres ne peuvent que se ranger sans se gêner. On dit que c'était un président élu. Ah, on dit. Oui. Mais sinon, je ne suis pas dans cette logique. Je crois que même mon aîné Martin Fayoulou sait qu'il n'est pas président élu. Qu'on se le dise clairement. On dit que sa victoire a été volée. Oui, on dit, mais au finish, c'est qui dit? Moi, je n'entre pas dans ça. Que je sache, mon aîné Martin Fayoulou n'est plus député. Il a été élu député, il ne l'est plus. Parce qu'ayant, n'est-ce pas, laissé son siège à son suppléant, ou plutôt à sa suppléante. Mais Fayoulou a plutôt été deuxième en termes de poids, en termes d'ancrage dans l'opinion. Deuxième après qui? Ça, il faut le reconnaître. Deuxième après qui? Après Félix Tshisekedi. Fayoulou vient deuxième après Félix Tshisekedi. C'est sur base de quoi vous dites ça? Mais sur base des résultats nous pondus par la CENI et même la Cour constitutionnelle. C'est à ça que nous nous référons. Je voudrais être rationnel sur ce point-là. Donc, sans verser dans les on dit que 62, on mais vous savez qu'en 2000, je ne vais pas loin. Vous savez qu'en 2011, nous avions connu la même situation. Etienne Tshisekedi a dit que sa victoire a été volée et vous aviez encouragé ça. Mais la CENI... Attendez, je vous pose la question. Moi, je suis quelqu'un qui revient toujours dans l'histoire. La CENI et la Cour constitutionnelle avaient proclamé Joseph Kabila, mais Etienne Tshisekedi n'a jamais accepté. Et vous-même, et Félix Tshisekedi lui-même n'a jamais accepté. Si aujourd'hui Martin Fayoulou dit que sa victoire a été volée, en quoi ça vous paraît miraculeux? Ok, très bien. Voilà l'explication. Ça, c'est une vérité sociologique que chacun d'entre nous... C'est-à-dire quoi, vérité sociologique? Je suis en train d'évoluer. C'est une vérité sociologique que chacun d'entre nous, ça dépend du camp où il se trouve. C'est une vérité qu'il détient. C'est-à-dire quoi? Justement. Il y en a qui ont la conviction... Mais vous ne répondez pas à ma question. Laissez-moi répondre. Oui, c'est comme ça que je vais y répondre. Ouais. Il y en a qui ont la conviction que Tshisekedi a été élu en 2011. Il y en a d'autres qui ont la conviction que c'est Fayoulou qui a été élu en 2018. Mais il y en a d'autres, pour eux, c'est Tshisekedi qui a été élu. C'est une conviction que chacun a au plus profond de lui. Vous n'allez pas la lui refuser, quand bien même que la Cour constitutionnelle, la CENI, ait dit autre chose, mais quelqu'un, si au fond de lui, il décide d'être cramponné sur cette vérité-là, comme quoi, c'est Fayoulou qui a été élu. Mais c'est sa vérité. Mais on le laisse quand même au-delà des convictions, d'avoir une opinion. Au-delà des convictions, il y a des vérités. Tout journaliste parce que, non, si c'est Traoré, je te relance, tu parles bien des convictions, des convenances, des appartenances, mais au-delà de tout ça, il y a une vérité qu'il faut reconnaître. C'est qu'en 2011, la victoire de Tshisekedi a été volée. Ça, c'est une vérité que même Joseph Kabila a laissée. Et ça ne peut pas gêner aujourd'hui qu'on dise, que quelqu'un dise que ça ne peut pas gêner Félix Tshisekedi de dire que Martin Fayoulou a été élu, parce que nous sommes dans une suite logique. En tout cas, moi,
je suis légaliste. Je ne voudrais pas Oui. passer dans ça. Mais en 2011, tu étais aussi légaliste, monsieur. Mais vous ne m'avez jamais vu dire, dire le contraire. En 2011, je n'ai jamais tenu le discours que vous m'attribuez tantôt là. J'ai des Donc, vidéos, hein. je suis d'avis que les gens sont libres de se faire des convictions à eux. Comme quoi, c'est Fayoulou qui a été élu. Mais moi, journaliste que je suis, lorsque je viens pour discuter de questions sérieuses, sur un plateau aussi sérieux, je ne tiens pas un discours comme ça. Si j'ai la conviction que c'est Fayoulou qui a été élu, très bien, je préfère me la garder au fond de moi. Je viens en discuter avec ma femme et mes enfants à la maison. Mais c'est pas quelque chose à étaler sur la place publique pour discuter de questions sérieuses. Alors que la CENI et la Cour constitutionnelle nous ont dit des vérités officielles que nous devons retenir. Donc si je comprends bien, Félix Tshisekedi lui-même, notre chef de l'État aujourd'hui, nous les saluons en passant, qui avait dit que c'était Etienne Tshisekedi qui était élu, contrairement aux résultats proclamés par la CENI, n'était pas sérieux. Je n'ai pas dit ça, je n'ose même pas le dire. Oui. Je dis... Parce que tu as dit que toute personne, celui qui est sérieux, devrait se fonder sur les résultats de la CENI, comme toi. Celui qui pense que c'était Martin Fayoulou qui a été proclamé et comment qui a été élu devrait le faire avec sa femme et ses enfants. Mais Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le chef de l'État actuel, ne l'avait pas fait avec sa femme et ses enfants, l'avait fait dans les médias. Donc il n'était pas sérieux. Non. Oui. Je dis ceci. Oui, allez-y. Si Félix Tshisekedi a une conviction au fond de lui, qu'en 2011, c'est son parti qui avait gagné les élections, c'est sa conviction. Vous n'allez pas la lui refuser. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un... Non, mais la CENI n'a pas dit ça. Attendez. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un d'avoir une opinion sur une question nationale. De la même manière que ceux qui disent aujourd'hui que c'est Fayoulou qui a été élu, c'est leur liberté. Mais seulement, nous refusons de mordre à cet hameçon-là pour discuter de questions comme ça. Non, nous disons libre à vous de le dire. Apparemment, tu t'en passes de ma question. Non, mais je suis en train de répondre. Dites-moi quel aspect de votre question. Il y a un aspect. Entre 2011 et 2018, quand est-ce que les résultats de la CENI ont été crédibles? Je vais vous dire. Ouais. Moi qui vous parle. Parce que la CENI est la moi qui vous parle, parce que vous voulez que je vous en parle ici. Ouais. J'ai la profonde conviction qu'en 2011, c'est Tshisekedi qui a été élu. Mais seulement, je n'en parle pas sur ce point. Non, et ça, c'est ma conviction. Attendez. Je ne parle pas de la conviction. J'ai retenu quelque chose de très important quand tu dis que en sérieux, en homme sérieux, en légaliste, j'ai même retenu les concepts, en légaliste, nous nous fondons sur les résultats de la CENI. Mais en légaliste, Félix Tshisekedi ne s'est pas fondé sur les résultats de la CENI en 2011. C'est-à-dire quoi? Mais en même temps, j'ai non seulement dit légaliste, j'ai aussi dit en tant que journaliste et analyste. Tshisekedi n'a jamais été journaliste, il n'a jamais été analyste des questions politiques. Moi, je viens ici en tant que journaliste. Tshisekedi l'a peut-être dit parce que n'étant pas journaliste. Moi, je suis journaliste, je ne peux pas tenir un discours comme ça. Je m'en tiens à ce que les institutions habilitées nous ont pondu comme résultats finaux. Et par conséquent, ce sont ces résultats-là que nous véhiculons lorsqu'il s'agit des débats sérieux comme ceci. Voilà, c'est simple, c'est clair. Et c'est très bien. Si c'est Traoré du Nouveau Congo, c'est ça, non? Très bien. Votre Nouveau Congo. Tu exerces quelle fonction là-bas? Non, mais c'est en passant. Il ne faut pas être comme quand on te demande c'est quoi ton salaire, tu commences à bouger. Je suis directeur des informations. Alors, est-ce que c'est compliqué? Si c'est Traoré, merci beaucoup d'avoir été ou d'être les nôtres et nous cheminons vers le deuxième sujet de cette émission. Nous voulions parler de cette affaire d'abord de l'occupation de la RDC par le Rwanda. Il y a beaucoup d'indices qui le disent. Le chef de l'État l'avait même dénoncé, décrié que nous étions infiltrés. Maintenant, c'est une question de l'occupation. Vous avez vu la semaine dernière Kagame ici à Kinshasa. Kagame a été pratiquement acclamé. C'est pour la deuxième fois qu'il soit venu. Il est venu lors des obsèques de notre papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Et la deuxième fois, il est venu ici. Mais dans les cœurs des Congolais, c'est comme si Tshisekedi, qu'est-ce que je dis? Kagame n'est pas porté. Kagame n'est pas porté au regard de morts d'hommes que nous comptabilisons, de toutes les atrocités que nous vivons à l'est de la RDC. Nous avions parlé de cette question toute la semaine. Nous en parlerons encore au cours de l'édition spéciale de ce lundi. Mais toi, personnellement, si on te demandait de mettre fin à la relation du chef de l'État et le Rwanda, tu penses que l'option peut être bonne? C'est une question assez délicate. Il faut y aller avec pincette, avec toute la sobriété nécessaire, parce que
comme on le dit souvent, la RDC et le Rwanda, c'est deux nations qui sont condamnées à vivre ensemble pour des siècles et des siècles. Alors, je ne vois pas par quel miracle, oui, qu'on le veuille ou pas. Mais les deux Corées, je te relance, les deux Corées sont aussi condamnés à vivre ensemble. D'ailleurs, ce sont les deux Corées. Nous-mêmes, il y a une différence entre le Rwanda et le Congo, mais là, c'est deux Corées qui sont entrés en guerre, qui se sont divisés. Très bien. Oui. Il faudrait voir les choses comme ceci. Oui. J'illustre par ce que le président de la République a fait avec la CENCO et les CC. En tant que président de la République, je vais arriver à cette question-là. Il ne veut pas gouverner par défi. En tant que chef de l'État, il envoie des missions d'apaisement, ça et là, aller voir Mbongo, aller voir tel, discuter pour qu'il y ait apaisement. C'est normal. Entre organisations humaines, ce n'est que normal que de temps en temps, vous puissiez vous rentrer dedans lorsque vous ne vous comprenez pas sur certaines questions. Ça, c'est normal. Mais maintenant, est-ce qu'il faut que vous puissiez les perpétuer? Non. La sagesse voudrait quoi? Qu'en tant que président de la République, qu'il organise des circonstances de pouvoir rechercher la paix entre différents fils du pays. L'Église catholique est un partenaire, c'est normal que le chef de l'État décide enfin de faire la paix avec l'Église catholique. Non, est-ce que vous n'avez pas cerné ma question? Je vais arriver à ta question. Je peux la reposer, je peux la reformuler. Si on vous demandait que le chef de l'État mette fin de sa relation, comme il ne gère pas pour lui-même, il gère le peuple, on lui demande, vous, Tissé Traoré, vous lui demandez de mettre fin à la relation qu'il a avec le Rwanda. Parce que ça ne facilite pas ce vivre ensemble là ne peut pas être seulement le souhait du Congo, mais aussi du Rwanda. Si le Rwanda ne veut pas qu'on vive ensemble, nous ne sommes pas être tenus à une obligation. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne option que le chef de l'État, qui est quand même devenu trop ami au Rwanda, ça met très mal à l'aise les Congolais? D'abord, ce qu'il faut dire ici, c'est que oui, si les Congolais n'étaient pas d'accord de la relation que le président de la République entretient avec le Rwanda, ils l'auraient manifesté. Vous aurez vu des Congolais descendre dans la rue pour protester contre la venue de Kagame en RDC. Parce que les Congolais ne le font pas. Je pense, à mon humble avis, qu'on ne peut pas faire porter, on ne peut pas faire dire aux Congolais ce qu'ils n'ont pas dit. Il y a des canaux par lesquels le peuple peut manifester son mécontentement face à l'arrivée sur nos sols d'un chef de l'État. Bon, maintenant, je ne pense pas que la solution soit celle de demander au chef de l'État de rompre avec Kagame. Non, pas du tout. Pourquoi? J'ai connu des nations qui ont connu pire que ça. On illustre ça avec ce qu'a connu la France, avec l'Allemagne. On illustre ça avec ce que le Japon a connu avec la Chine. Mais est-ce que pour autant aujourd'hui ils ne vivent pas ensemble? Nous, on n'a pas connu pire que ça. Hein? Est-ce que avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que nous, on a connu pire que ça? Pas du tout. Mais seulement, il y a des mécanismes par lesquels nous pouvons procéder pour que justice soit quand même faite, pour qu'on puisse apaiser les tensions. C'est vrai, il y a une partie des Congolais qui estiment que Kagame est derrière tout ce qui arrive à nos frères de l'Est. C'est vrai, il y en a qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir rapprochement entre Félix Tshisekedi et Kagame. C'est normal, les opinions sont partagées sur cette question-là. Mais seulement, est-ce que pour autant il faut rompre? Je ne pense pas qu'il s'agisse ni de meilleure solution. D'abord, la diplomatie est je pense, la formule la mieux indiquée pour pouvoir chercher à résoudre les différends. Nous devons toujours appliquer la diplomatie. Attendez, oui. La diplomatie est le chemin le mieux indiqué, seulement quand elle aura échoué, que l'on va envisager le plan B. Évidemment. Donc la diplomatie réussit quand même. Parce que pendant que... Attendez, je vous relance. Pendant qu'il y a vous parlez de la diplomatie, le jour où Kagame était ici, il y a eu des morts à l'Est. On a parlé d'un village qui a été incendié avec des gens comment le Congolais vivant dans ces villages-là, étranglés pendant que Kagame était ici. Vous pensez que cette diplomatie dont vous faites allusion résout un problème? Voilà, c'est là justement les malentendus que d'aucuns sont en train de s'aimer dans l'opinion. Est-ce que vous ne savez pas parmi ceux qui tuent à l'Est, il y a des Congolais? Pourquoi il faut mettre ça sur les dos de Kagame? C'est des Congolais. Donc Kagame n'est pas de d'abord, attendez, qu'on se le dise, qu'on se dise des vérités. Qu'on se dise des vérités. C'est des Congolais qui tuent des Congolais à l'Est. Il y en a. Non, c'est des Rwandais. Non, je vais vous illustrer ça. Non, écoutez. Je vous illustre un cas. Écoutez, même l'armée elle-même, qui a toutes les infos, vous dit. Je vous illustre. Attendez, je vais vous illustrer. C'est très simple. Si c'est Traoré, on a entendu le mois dernier le militaire rwandais faire incursion dans les hôpitaux
de l'Est de la RDC, bâillonner le malade, les molesquer, confisquer les choses. D'autres ont été tués dans les hôpitaux de la RDC, mais le militaire en tenue rwandaise. Ça, vous devez encore parler des Congolais? Attendez. Oui. Donc, vous êtes en train de contredire ce que l'armée nous a appris, comme quoi, parmi des nombreux chefs rebelles... Cette information est venue aussi de l'armée. Attendez, ouais. Parmi des nombreux chefs rebelles arrêtés, il y a des Congolais qui pilotent des mouvements armés et qui tuent des Congolais. Je n'exclus pas les Rwandais. Je dis qu'effectivement, le Rwanda y est pour quelque chose. Mais il y a des Congolais qui tuent aussi des Congolais. Mais qu'il s'agisse même d'une sous-traitance, même si c'est les Rwandais qui seraient derrière les Congolais. Vous, Congolais, vous acceptez qu'on vienne vous sous-traiter pour que vous puissiez tuer vos propres frères. Alors, réfléchissons un peu. D'abord, pour les Rwandais, quelle solution? Prenons d'abord pour les Rwandais qui tuent, quelle solution que le président a trouvée? Non, mais je vous ai dit tantôt que c'était la diplomatie qui soit le chemin le mieux indiqué. Seulement lorsque la diplomatie aura échoué, c'est là qu'on va penser au plan B. Mais en attendant, il faut d'abord laisser la diplomatie agir. Le président de la République a toutes les cartes à sa disposition pour voir à quel moment on va décider si oui ou non il faut continuer avec la diplomatie. Je vais donner, mais avant de donner la parole à quel moment Simeon Issako, qui vient d'arriver avec un grand retard. C'est comme ça. Les gens qui gèrent les pays ne peuvent pas venir en retard. Les gens qui... le pouvoir doit quand même être modèle. C'est comme ça que ce pouvoir ici est tout le temps attaqué parce que ceux qui tiennent le pouvoir ne savent pas les valoriser. Je vais lui donner la parole. Mais écoutez, Cissé Traoré, il y a un regret des Congolais qui pensent que vous ne conseillez pas bien les chefs de l'État. Parce que quand vous parlez de la diplomatie est un mécanisme, est un mode de coopération entre États. Mais la diplomatie n'a pas les modes de réglementation stricts en droit positif congolais. Mais la constitution de notre pays a donné le pouvoir au président de la République, le chef de l'État, de déclarer un état de guerre lorsque nous sommes menacés ou une partie du territoire national est menacée de façon permanente. Il peut déclarer la guerre. Mais là où le président a déclaré la guerre, vous lui proposez la diplomatie. Apparemment, vous donnez à l'enfant qui a faim la pierre. Finalement, il n'y a pas de solution. Ça, c'est la question que tu vas garder. La deuxième question est qu'aujourd'hui, si le chef de l'État qui avait dit que je ne serai le vrai président que quand la guerre à l'Est terminera, pendant que la guerre à l'Est n'est pas encore terminée, donc il n'est pas le vrai président, selon lui-même. Je vais vous donner la parole. Je prends Simeon Issako Njali, avec un grand retard qu'il arrive à l'émission. Comment ça va, Simeon? Ben, ça va très bien. Je tiens d'abord à m'excuser. Je m'excuse auprès des téléspectateurs des CML 13 télévision, mais aussi, il faut dire que si je suis venu même avec un grand retard, c'est indépendamment de ma volonté, mais néanmoins j'ai tenu à venir honorer l'invitation. Mais ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas. Mais aussi par respect aux téléspectateurs, ouais. J'ai décidé d'être là, bien que c'est en retard. Non, il s'agissait pas des embouteillages. J'étais bloqué quelque part pour une petite situation. Une réunion politique. Pas une réunion politique, une réunion un peu privée. J'ai dit un peu m'excuser. Très bien. J'ai laissé la réunion en cours pour venir répondre à l'invitation. Donc, tu disais tout à l'heure que ceux qui gèrent doivent prêcher par l'exemple. Oui, mais l'exemple commence du sommet. Nous voyons tous comment les chefs sont en train de gérer dans toute orthodoxie. Et donc, c'est ça l'exemple qu'il faut suivre. Ben, les détournements dont il est genoux, ça c'est un autre sujet, mais ouais. On n'est pas mesure de prouver. On n'est pas mesure de prouver. On n'est pas mesure de prouver que dans les genoux il y a eu détournement. Donc vous n'avez pas menti. Au jour d'aujourd'hui, ouais. Il y a notre confrère Edmond Izuba, pour ne pas les citer, qui a fait des déplacements, je crois, des Kananga. Il est sur terrain. Pour justement enquêter sur cette affaire des détournements dans les projets Chile-Gilou. Il est entré à distance de nous faire vivre comment il y a déjà des réalisations grâce à l'argent décaissé. On a vu. Attendez. Je salue mon ami et frère Edmond Izuba qui a publié ça. C'est un petit caniveau
construit ça, vraiment, je ne peux pas me dire que ça c'était dans la logique du président. Je pense que, attendez. Non. Il y a des bâtiments qui ont été, il y a des bâtiments qui ont été construits. Oui. Il y a plusieurs infrastructures qui ont été. Non, ce n'est pas ça votre objectif. Votre mission, c'est celle de poser les questions. Je dois vous court-circuiter. Voilà. Alors, j'étais en train de dire. Il y a des choses que si ça a dit ici, si tu oses te contredire, nous allons vous court-circuiter. Alors, j'ai tenté de dire qu'il y a des infrastructures qui ont été déjà construites, des grandes infrastructures d'ailleurs. Il y a plusieurs infrastructures. Alors, ce qu'Edmond a montré, je vais citer, ce qu'Edmond a montré, c'est par rapport aux besoins. Si, sur terrain, les ingénieurs ont signifié qu'il fallait construire, par exemple, cette infrastructure-là à telle taille, telle grandeur, telle taille, telle dimension, vous n'allez pas aller au-delà. Donc, c'est par rapport aux besoins que cela a été construit. Quelle infrastructure a déjà été construite au niveau de Kananga là-bas, dans le cadre de Tchilejelo? Ben, il y a des routes qu'on construit, il y a des routes qu'on construit, Nous pouvons toujours vérifier. Ben, je dois être honnête pour dire que je ne connais pas avec précision, mais il y a les images qui parlent. C'est toujours important quand vous dites que vous ne connaissez pas. C'est très bien. Non, j'ai dit je ne connais pas avec précision les noms des avenues. Oui, mais il y a des images qui parlent. C'est que vous n'avez pas toutes les informations. Non, vous n'allez pas dire que vous maîtrisez le nom de toutes les avenues de Kinshasa, par exemple. Non, mais quand il y a des travaux qui sont lancés, on doit connaître. Quand il y a des travaux, quand le chef de l'État a lancé les travaux de la route, comment on appelle, sur Zando ici, commerce, hein, quelque chose comme ça. Sur commerce ici. Bien qu'il est inachevé, mais on connaît. Le président a lancé les travaux via le gouverneur, la route qui quitte Lemba, deuxième porte on connaît. Mais là où on lance les travaux, on doit connaître. Ce sont nous connaissons les endroits, mais peut-être les avenues, parce qu'on a plusieurs avenues en tête et on ne sait pas. Ok, merci beaucoup Siméon, tu viens d'entrer à l'émission. Nous étions en train de parler, vous aussi, vous étiez ligué derrière Cissé Traoré pour dire que cette église des pédophiles, l'église des homosexuels, l'église... En fait, vous n'aviez aucune dignité, aucun respect pour une église remplie des homosexuels, des pédophiles. Mais hier, on a vu toutes les institutions se liguer derrière ces églises que vous appelez pédophiles, homosexuels. C'est comme si le chef de l'État a fléchi devant les homosexuels. Mais on se pose la question, est-ce que on peut appeler un ami d'un homosexuel un homosexuel aussi? Merci pour la question, Louis-France. En tout cas, il faut bien l'éclaircir. Moi, je n'ai jamais dit que l'église catholique est une église des pédophiles et des homosexuels. Non, en tout cas, je n'ai jamais dit ça. Mais il faut néanmoins dire qu'il y a des rapports. Il y a des rapports qui ont été publiés pour démontrer qu'à l'église catholique, il y a des pédophiles, il y a aussi des homosexuels. Ça, c'est pas, même le pape ne l'a jamais contredit. Ce sont des rapports publiés il y a plusieurs années. Je crois même cette année, il y a aussi un rapport sur ça. Et donc, dire au jour d'aujourd'hui que les chefs de l'État, les institutions du pays ont fléchi devant l'Église catholique, non, c'est faux. C'est tout faux, je vais dire. Et donc, dans le monde, la meilleure méthode pour résoudre un conflit, c'est la négociation. C'est la négociation. Parce que quand on opte pour la guerre, on sait quand la guerre débute, mais nous ne savons pas quand est-ce que la guerre finit. Nous connaissons tous les conséquences collatérales de la guerre. Et donc, les chefs de l'État, un vrai leader, les chefs de l'État, un bon diplomate, a compris qu'il fallait pas s'engager dans une sorte de bras de fer avec l'Église, parce que on doit être franc. Nous ne devons pas oublier le rôle qu'a joué l'Église catholique dans ces pays pour que nous puissions avoir l'alternance. Tu sais ce qui m'étonne? Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas si c'est Traoré qui a la parole, excusez-moi. C'est Siméon Issako qui a la parole. Vous savez ce qui m'étonne, c'est quoi? Quand quelqu'un donne une opinion contre le régime, tout le monde se ligue et on fait croire aux gens que, avec ou sans ces gens-là, le chef de l'État, le pouvoir, vous l'avez dit si vous étiez là où vous êtes. Vous savez, le chef de l'État, c'est le garant, il est capable, il va faire, il va mapper, il va. Mais quand je ne suis pas. Attendez, excusez-moi. Mais quand je te vois avec un discours aussi conciliant,
avec un discours aussi humble et modeste pour dire non, il faut aller dans la réconciliation, il faut aller dans les... Mais je me dis, c'est comme si, parce que ça donne l'impression d'être réparé, mais pourquoi cette option, vous ne pouvez pas la lever aussi avec Martin Fayoulou ou avec Lamouka? Je me suis pas... Ce discours-là, je réconciliation. ne me suis pas en tout cas contredit pour dire que... je me rappelle que j'avais dit sur ces plateaux qu'on ne peut pas défier l'État. Ce n'est pas les cardinals Ambongo, ce n'est pas ce n'est pas Donatien Cholet, ce n'est pas Marcel Outembi, ce n'est pas Bokondo qui peuvent défier l'État. Non, on ne défie pas l'État. Il ne faut pas oublier, Louis-France, que lorsque Christ est descendu sur cette terre, bien sûr, il avait pour mission de mourir pour l'humanité, mais c'est l'État qui a bien évidemment accompli cette mission. Il a fallu que ça passe par l'État. Ça veut dire que l'État sur la terre, c'est l'État qui domine. On ne peut pas défier l'État. Donc Ambongo ne pouvait pas s'engager dans cette sorte de bras de fer avec l'État et y sortir gagnant. Non, on ne défie pas l'État. Mais cela ne nous amène pas à dire que l'État, au nom de la paix, parce que le chef de l'État est soucieux de voir les Congolais contribuer tous ensemble dans la pacification et la cohésion du pays. Les Congolais contribuer dans le développement du pays, dans l'épanouissement de la RDC. Parce qu'il est soucieux de voir les Congolais parler d'une seule voix pour la nation. On n'a pas deux Congo. Nous avons que ce seul Congo. Parce qu'il a ce souci-là, c'est pourquoi il a compris. Il peut aussi le faire avec Martin Fayoulou. S'il vous plaît, je vous réponds. Oui. C'est pourquoi il a compris que il était temps d'appeler les évêques qui étaient frustrés par le fait que la démocratie avait triomphé sur leur propre volonté, qui était celle de les voir Denis Kadima être mis à côté, alors que Kadima a été désigné par la majorité. Le chef de l'État a compris qu'il fallait pas commettre les évêques à côté. Si le chef de l'État dit aujourd'hui que nous devons reprendre le processus avec l'Église, avec l'implication de l'Église catholique et l'ECC, dans le cadre de rechercher la paix et la cohésion nationale, vous allez changer aussi des discours? Non, il ne nous amène pas à dire à ce jour qu'il n'y a pas de paix et de cohésion nationale en RDC. Non, nous vivons dans la paix et dans la cohésion. Ce qui a été fait, l'a été sur base de principes démocratique. Ouais. Celui qui a été désigné de façon démocratique. La preuve, c'est que même les évêques, les prélats ont accepté. Ils ont dit qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour sécuriser. Est-ce que cette paix dont tu fais allusion, un temps pour avancer? Je voulais dire. Si réellement les évêques savaient qu'au plus profond, le mal a été très profond, ils ne pouvaient pas accepter de soutenir et d'accompagner le bureau Kadima. Mais si ils l'ont accepté, c'est parce qu'ils savent que peut-être le preuve qu'il y avait n'en était pas une. Merci beaucoup, Simeon Isako. Est-ce que cette paix, on peut aussi l'amener avec Lamouka? Pourquoi pas Lamouka n'est pas Martin Fayoulou pour parler de lui, n'est pas un diable. n'est pas un diable. Félix Tshisekedi, c'est un humain. En tout cas, depuis qu'on a connu des présidents dans ce pays, c'est le premier président qui est humble, c'est le premier président qui sait parler avec sa population, c'est le premier président qui, au regard de son statut, n'a pas changé de comportement. Donc, si aujourd'hui Martin Fayoulou parvient à comprendre qu'il doit mettre de côté, qu'il doit mettre de côté cette haine, parce qu'il faut le dire noir sur blanc, Martin Fayoulou aujourd'hui fait montre d'une certaine haine. Attendez, je te relance. Martin Fayoulou à l'égard du chef de l'État. Il dit ceci. Attendez, moi je ne sais pas. Si il comprend qu'il faut mettre de côté cette haine, eh bien il va composer avec les chefs de l'État. Je voulais préciser, ils vont avancer pour le bien-être de Congolais. Posture de revendication de selon lui, de sa victoire. Moi, je ne suis pas son porte-parole, je n'en ai pas l'intention non plus, la volonté, ni la disponibilité surtout. Mais il dit que sa victoire a été volée par Félix Tshisekedi. En principe, c'est lui qui était élu. Mais la CENI a proclamé d'autres résultats qui n'avaient rien à voir avec la vérité. Martin Fayoulou a toujours dit que sa victoire lui a été volée par Joseph Kabila.
qu'il a pris et qu'il a donné à Félix Tshisekedi. Mais ironie du sort, c'est ce même Martin Fayulu là aujourd'hui qui compose avec Joseph Kabila, qui a volé sa victoire hier. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? On doit comprendre que l'homme n'est pas stable dans sa façon de réfléchir. L'homme n'est pas stable dans ce qu'il est en train de faire. Non, il ne s'agit pas ici d'un problème de victoire. Moi aussi, je te rappelle un fait. Tu acceptes que je te rappelle un fait? Mais attendez. Non, je peux te rappeler un fait. Allez-y. C'est important. Allez-y. Sinon, ça va être un monologue quand je te laisse toi-même parler parce que tu vas te faire compléter tout à l'heure par Cissé Traoré. Je réponds à vos questions. On a entendu dans ces pays appeler Kabila Rwandais, appeler Kabila Kanambe, appeler Kabila. On a même dit que, Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le chef de l'État, notre président de la République actuelle, nous le saluons encore une fois, avait dit qu'on connaît quand même et la famille de Kabila au Rwanda. Et sa grand-mère, et son grand-père, et ses petites sœurs, et ses vrais petits frères, il les connaissait au Rwanda. Mais on a vu au siège de l'IDPS dire Kabila, c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Ça, c'est Augustin Kabouya qui l'a dit. On a vu le militant de l'IDPS acclamer Kabila, le Rwandais. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un péché, le péché mortel pour Martin Fayulu d'être avec Joseph Kabila alors qu'il revenait d'une rupture, d'un mariage, d'une rupture conjugale avec Félix Tshisekedi? Bon, il faut dire que ce problème, ces doutes identitaires, c'est quelque chose qui a caractérisé les 18 ans de règne de Joseph Kabila. On avait toujours des doutes sur son identité et c'est cela qui ne lui a même pas rendu la tâche facile parce que dans les têtes de la majorité des Congolais, on se disait toujours que c'était un Rwandais. Et maintenant, on s'est dit que c'est les Congolais à 100% qui est à la tête du pays. Ah, 50%. Mais qu'à cela ne tienne, il faut aussi souligner le fait que pas 50%. Au-delà de toutes choses, Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Dès lors qu'il dirige le pays pendant 18 ans, nous mettons de côté toutes ces allégations. Parce que ça n'a jamais été prouvé. Cela n'a jamais été prouvé. Donc c'est du mensonge. Je ne sais pas dire que c'est du mensonge, mais je dis simplement que cela n'a jamais été prouvé. Non, Félix Tshisekedi lui-même n'a jamais approuvé. Je dis que cela n'a jamais été prouvé. Ça c'est dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais cela n'a jamais été prouvé. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, Martin Fayulu, si aujourd'hui, il décide, c'est ce qu'on dit, si aujourd'hui, il décide... On dit que son vrai nom s'appelle Keïta Diang, attendez, je vais vous donner le vrai nom de Fayulu. Keïta Diang Fall, de son vrai nom sénégalais, de père et de mère. Mais c'est une affirmation. Attendez. C'est une affirmation de l'UDPS. C'est une affirmation de l'UDPS. Mais on a vu Martin Fayulu aux côtés de Etienne Tshisekedi de son vivant. On n'avait jamais entendu cette information. C'est comme si l'UDPS est capable de donner les informations que vous n'êtes pas capable de prouver. Donc si tu me dis aujourd'hui que ce n'est pas prouvé, donc l'UDPS c'est le siège du mensonge. Fayulu sénégalais, je ne sais pas, mais j'ai aussi appris qu'il a aussi des enfants rwandais, tout ça, je sais pas, mais j'étais entre des... Tu n'as pas répondu à ma question. Si. Non? Si. Non. Si. Je peux reformuler. Allez-y. J'ai dit ceci. C'est l'UDPS qui a dit que de son vrai nom, Kabila s'appelait Kanambe Hippolyte, Rwandais. Mais tu dis aujourd'hui que ça n'a jamais été prouvé. Donc, c'était un mensonge venu de l'UDPS. Attendez. Deuxième mensonge, je dis, de son vrai nom, Keïta Diang Fall, sénégalais. Ça n'a encore jamais été prouvé, mais c'est au siège de l'UDPS. On s'est dit, est-ce qu'on peut encore compter ou croire sur des choses qui viennent de l'UDPS? Est-ce que tout ce qui se raconte ici à RDC, dans des réseaux sociaux, vient nécessairement de l'UDPS? Qu'est-ce qui te fait dire que ça vient nécessairement de l'UDPS? Parce que ce sont les hauts, à l'époque, ils ont dit, le Kanambe, ce sont les hauts cadres du parti. C'était pas je t'ai dit ici, j'ai dit sur ce plateau tout à l'heure, que la difficulté qui a accompagné Kabila durant ses 18 ans de règne, c'est ses doutes identitaires.
et qui persiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait dirigé le pays pendant 18 ans. Fayoulou, on dit aussi de lui qu'il est sénégalais. Mais tout cela n'a jamais été prouvé. C'est ce que j'ai dit. Et je suis clair dans ce que c'est les mensonges. Et donc, je vais répondre à ta question. Le fait que Fayoulou compose avec Kabila, cela ne nous étonne pas. S'ils estiment qu'ils ont une vision commune, s'ils estiment qu'ils ont des objectifs communs à défendre, cela ne nous étonne pas. Mais là où cela nous étonnerait, c'est le fait de voir que Fayoulou qui critiquait Kabila hier, c'est lui qui a volé son pouvoir pour donner à Félix Tshisekedi, qu'il compose avec lui, qu'il compose avec celui qui a pillé les pays il y a de cela 3 ans. Parce que Fayoulou n'a cessé de critiquer. Il y a à peine de 3 mois, il ne cessait de montrer. Je vais te faire la deuxième. Comment Kabila a détruit ces pays, comment Kabila a pillé ces pays, comment Kabila a tué les Congolais pour qu'il y ait l'alternance. Mais ce même Fayoulou a aujourd'hui, au nom de ses intérêts, accepté de composer avec ce même Kabila. C'est là que nous devons comprendre, nous, Congolais, que Fayoulou n'est pas animé par les soucis de voir les changements dans les pays, mais par contre, il est animé par ce sentiment de positionnement. Une deuxième révélation, quatrième révélation. On a entendu le chef de l'État dans une vidéo dire que Tokoki Kondima Mutute c'est la Kabila pantalon. Moi, mon balai c'est la Kabila pantalon. C'était une vidéo authentique. À l'époque, président du Rassemblement. Mais on a vu le chef de l'État allié à Kabila. Ça traduit quoi? Écoutez, à cette question-là, on a toujours répondu. Oui. Nous sommes allés aux élections le 30 décembre 2018. Ça, c'est l'histoire. Les Congolais ont voté. À l'issue de ce vote, Félix Tshisekedi a été élu à la majorité, président de la République, et les Congolais ont accordé la majorité parlementaire au FCC de Joseph Kabila. Très bien. Et parce que Tshisekedi est élu président, Kabila a la majorité parlementaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait composer avec lui. Il fallait accepter de composer avec lui. Parce que c'était une circonstance de fait. C'était une situation de fait. Il fallait composer avec lui pour diriger le pays. C'est ce qui a conduit le chef de l'État Félix Tshisekedi à être sur table, autour d'une table avec Kabila, échanger, parler, parfois prendre un verre de jus. C'est cet accord-là de gouvernance. Je savais que tu allais. Il n'est pas allé auprès de Kabila pour que Kabila lui donne le pouvoir. Non, il est allé auprès de Kabila parce que le Congolais ont décidé pour que Kabila ait la majorité parlementaire. Donc, si et le Congolais lui a accordé. Je te pose une question que tu vas garder. Le vote comme président de la République. Je te pose une question que tu vas garder. C'est intelligible ce que tu as dit. Que c'est par le fait d'une obligation constitutionnelle qu'on a vu Félix Tshisekedi et Joseph Kabila signer. Voilà. Mais c'est sur base de quelles dispositions ils se sont séparés? Ben, ils se sont séparés parce que le chef de l'État a constaté que... Sur base de quelles dispositions? Parce que, attends, pour faire les mariages... Non, je vais te compléter. Pour faire les mariages, je sais que toi tu es marié. Il y a que Cissé Traoré qui est célibataire sur ces plateaux. On va l'encourager cette année, il doit se marier. Est-ce que je mens? Moi, je ne mens pas. Alors, quand on dit vous devez vous marier, il y a des formalités. Tu sais, avant d'épouser, je vais rappeler ici que ta tendre épouse est ma collègue de classe. Avant d'aller, il y a eu des formalités qui ont été faites. Vous allez en coutume, vous donnez ce qu'il faut, vous allez chez l'État, vous allez... Le jour où vous voulez défaire les mariages, ce n'est pas quand vous vous réveillez le matin, vous dites, le chef de l'État a dit. C'est pas quand toi tu te lèves, tu te dis je mets fin à ces mariages. Non. Tu dois revenir encore à la case départ dans la même procédure
pour mettre fin au mariage. Mais comment on a établi le mariage juridiquement, constitutionnellement, mais pour défaire, c'est le chef de l'État qui décide. Comment tu justifies ça dans un État de droit? Non, quand tu dis constitutionnellement, c'est comme si tu veux dire que dans notre constitution, il y a une disposition qui prévoit à ce que les Congolais vont voter un jour chef de l'État qui n'a pas une majorité. Non, c'est l'article 78. Tout ça. Non, la constitution, la constitution n'avait jamais prévu de coalition. La constitution, on peut même m'amener la constitution. La constitution la constitution n'avait jamais prévu des coalitions. Non. Ce sont des circonstances. J'ai dit ce sont des circonstances de fait. Ce sont des circonstances de fait et c'est pour la première fois qu'on puisse vivre ceci dans notre pays. La question que je t'ai posée, tu n'as pas répondu. Je suis en train de vous répondre. Se sont unis sur base de la Constitution. Voilà. L'article 78. L'un a la majorité, l'autre a la minorité, à la présidence. Ils font la coalition dans les mariages constitutionnels. Voilà. Mais pour mettre fin à ces mariages constitutionnels qui a comme sous-bassement la Constitution, il faut aussi des procédures. Comment le chef de l'État en est arrivé à mettre fin? Non, le chef de l'État a mis fin au mariage par le fait que la vision qu'il avait mise en place. Je dis la procédure, comment il s'en est en sorti. Il a fait comment pour mettre... Je dis les raisons, ça tu évoques les raisons. Sa vision était bloquée, tout le temps il était empêché, il ne regardait pas les choses dans la même direction, mais il a usé de quel mécanisme de droit cette fois-là pour se séparer? Non, mais j'étais en train de t'expliquer. Oui. Il n'y a pas de mécanisme de droit pour cette coalition-là. L'article 78. J'ai dit il n'y avait pas de mécanisme de droit. Donnez-moi la Constitution. Il n'y a pas de mécanisme de droit. Donnez-moi la Constitution. Il n'y a pas de mécanisme de droit pour cette coalition-là. Cette émission d'aujourd'hui lisez comme ça. Donnez-moi la Constitution. Monsieur, entrez, il n'y a pas de problème. Donnez-moi la Constitution. C'est très important pour ceux qui nous suivent à la maison, mesdames, messieurs. J'ai reçu les gens de la même opinion. Il faut quand même être très rigoureux avec eux. Lisez l'article et puis on va donner. Attendez, je vais lire la Constitution. L'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existait pas, c'est le cas d'aujourd'hui, donc il n'y avait pas, le chef de l'État n'avait pas une majorité, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État était dans une situation du genre, il n'a pas la majorité, il a besoin de faire fonctionner l'État avec les leviers du pouvoir qu'il avait, il voulait se faire compléter avec les parlements que Kabila avait. Donc leur mariage a tiré comme origine à l'article 78. Alors, leur divorce aussi devrait tirer comme origine à une disposition de la Constitution que tu ne m'as pas encore donnée jusque-là. Non, je crois que vous ne comprenez pas bien cette disposition-là. Oui. Moi, je peux aussi vous répondre par une question. Est-ce qu'il y avait eu concertation avant que les chefs de l'État ne nomment l'ancien Premier ministre Ilunga Ilunkamba concertation. Consultation. La Constitution a parlé de concertation. Il est vrai qu'en principe, pour nommer le Premier ministre, le président devrait d'abord nommer l'informateur parce que la majorité n'était pas identifiée. Les FCC, qui n'étaient pas une structure, un regroupement politique, qui n'était qu'un regroupement électoral, n'avait pas une légalité. La CENI n'avait jamais proclamé un député du FCC. Jamais. Il n'y a jamais eu des candidats du FCC. En principe, c'était les candidats des partis politiques. Si le FCC voulait être majoritaire, il fallait doter au FCC une existence juridique, chose qui n'existait pas. Voilà pourquoi le chef de l'État à l'étranger avait dit, dès que j'arrive, je vais nommer l'informateur, mais peut-être qu'il avait oublié en arrivant ici. Donc, déjà, la violation de la Constitution avait commencé ce jour-là. Je vais vous éclairer. Je vais donner d'abord la parole. Non, je vais d'abord vous éclairer. Je vais d'abord vous éclairer. Les députés nationaux au sein de l'Assemblée, comme vous l'avez bien dit, il n'y a jamais eu un regroupement politique FCC. Non. Reconnu à la CENI ou bien à la Cour constitutionnelle. Non. Alors, il s'est fait que les députés nationaux au sein de l'Assemblée, lorsqu'il fallait déclarer son appartenance politique, nombreux, la majorité
c'était déclaré de la majorité. Quelle majorité? La majorité. Ceux qui étaient proches de Joseph Kabila. Quelle majorité? Je parle de la majorité ceux, n'existait pas. je parle de ceux qui étaient proches de Joseph Kabila. Lorsqu'il fallait... n'était pas majorité. La majorité n'est pas informée. La majorité à l'Assemblée nationale, oui. Au début de chaque législature, il y a un exercice qu'on fait. Gardez d'abord. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord finir. Oui. C'est celui rapidement de déclarer si on veut appartenir à l'opposition ou bien à la majorité au pouvoir. Après cet exercice-là, il s'est dégagé que beaucoup de députés se sont déclarés de la majorité. Et ces députés-là qui étaient majoritaires, nombreux appartenaient à Joseph Kabila. Ils étaient des regroupements. Mais Joseph Kabila n'était pas une personne morale, c'est une personne physique. Non, je parle de Joseph Kabila. Je vois cette structure-là. Quelle structure? Bien qu'il n'était pas reconnu au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée et de la Sénat, de la Cour constitutionnelle. Alors, c'est au regard de ça que le chef de l'État a pu nommer Ilunkamba. Alors, lorsqu'il y a eu maintenant des difficultés au sein de la coalition, les députés qui soutenaient le chef de l'État et ces mêmes députés qui avaient constitué la majorité ont compris qu'il fallait être derrière le chef de l'État et au regard de l'arrêté de la Cour constitutionnelle qui avait donné aux députés les droits cette liberté d'opinion, les députés avaient compris qu'ils pouvaient pas changer des camps en fait, qui pouvaient s'aligner derrière le chef de l'État. Et c'est au regard de cette décision qui est intervenue un peu après que les députés nationaux ont constitué une majorité. Je voulais récupérer la parole parce que tu es perdu. Non, je ne suis pas perdu. Attendez. Le mandat du député est lié à son parti ou à son regroupement politique. Non, mais il ne faut pas oublier cet arrêté de la Cour constitutionnelle. Nous parlons de la Constitution. Qui donne la liberté. Nous parlons de la Constitution d'abord. Aux députés. Le député a une liberté d'opinion, mais il est lié à son mandat. En principe, tous les députés qui sont allés à l'Union sacrée au détriment de leur parti devraient... Ils n'ont jamais quitté leur parti. Attendez. Non, attends. Ils n'ont jamais quitté leur parti, mais ils ont par contre soutenu une vision. Je vais vous dire, quand vous portez les mandats d'un parti ou d'un regroupement politique, c'est les partis qui vous guident. Quand les partis prennent des engagements politiques, vous y allez avec les partis. Si vous pensez que ce que les partis font n'est pas bon, vous quittez et vous perdez votre mandat. Mais quand vous pensez que ce que vous voulez faire, les partis ne veulent pas, vous quittez. Mais quand est-ce que vous gardez votre mandat? C'est quand les partis vous excluent. Quand c'est les partis vous excluent. Mais quand c'est vous-même qui quittez, comme on a quitté, on est allé à l'Union sacrée, en principe, on devrait perdre le mandat. Mais je sais qu'au sein de l'Union sacrée, il peut y avoir des immunités politiques. Non, je pense que... Attendez. La Cour constitutionnelle avait déjà tranché et c'est clair, il y a même un arrêté. La Cour constitutionnelle ne peut pas contredire la Constitution. Mais c'est elle qui interprète la Constitution. Non, c'est moi, qu'est-ce que nous prenons en valeur? C'est toi qui veux alors... Et tu avait dit que cette Cour constitutionnelle est inféodée. Qui a proclamé Félix Tshisekedi, c'est une cour inféodée. C'est toi qui l'as dit. Si c'est Traoré, c'est toujours important quand l'émission est pédagogique. Tu es resté un peu calmement en train de nous suivre. C'était un bon exercice avec Simeon Issako. Nous voulons parler cette fois-ci du retour, si tu auras un mot sur ce que nous avions dit. Mais si tu vas t'abstenir, il n'y a pas de problème parce qu'on constate qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des immunités politiques. Quelqu'un peut quitter un parti pour aller... Évidemment, il y a des choses à dire. Très bien, il n'y a pas de problème, tu as le temps. Mais Willy Bakonga, désormais, doit rentrer en prison. C'est l'avis du ministre de la Justice. C'est normal. Attendez, je vais vous donner la parole. Je crois que tu as des choses à compléter à Siméon. C'est très important, une telle pédagogie dans l'émission. Il y a une décision, une mesure de grâce dont on n'a pas entendu l'ordonnance. Je ne sais pas, peut-être que l'ordonnance a été directement glissée, n'a pas été lue à la RTNC, comme de coutume. Il y a toujours une commission qui est mise en place entre le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, la présidence de la République, d'autres juridictions qui étaient impliquées quand c'était le parquet près la Cour de cassation, ou une autre juridiction qui a poursuivi la personne. Il faut mettre en place une commission pour étudier au cas par cas ceux qui sont éligibles à une mesure de grâce, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle les infractions imprescriptibles, qui ne peuvent pas aller dans une grâce. Il faut une loi d'amnistie. Ça, c'est ce que le droit dit. Mais il y a des cas qui sont graciables
d'autres amnistiables, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est comme si, du temps de Félix Tshisekedi, on ne sait pas dissocier ça. Voilà pourquoi l'ordonnance du président, si elle existe, elle est contredite par l'avis du ministre de la Justice qui dit non, mais Willy Bakonga ne pouvait pas. Alors, attends, je te complète. Je donne la sauce, je fais la sauce dans la question. J'ai compris la question. Non, ceux qui sont à la maison n'ont pas encore compris. Oh. Non, Willy Bakonga ne devrait pas bénéficier de la mesure de grâce dont le chef de l'État s'est trompé. Il doit rentrer en prison. Donc, c'est une ordonnance qui s'est trompée d'elle-même, qui s'est trompée d'ici. Votre point de vue. Voilà, j'ai tantôt entendu parler de l'alliance qu'il y avait entre Fayulu et Kabila. Et vous avez même évoqué l'alliance de Tshisekedi et Kabila. Au moins, Tshisekedi avait une contrainte pour aller en alliance avec Kabila. Mais que Fayulu soit en alliance avec Kabila, ça ne s'explique pas. Quelle est la contrainte? Tshisekedi au moins avait une contrainte légale, constitutionnelle, parce qu'il ne pouvait pas gérer sa majorité. Au moins ça, c'était une contrainte. On peut comprendre son mea culpa, quand bien même qu'il a regretté cette alliance-là plus tard. Mais on peut comprendre parce qu'il y avait une contrainte. Mais que Fayulu fasse une alliance avec Kabila, ça s'explique comment? Quelle est l'urgence? Quelle est la contrainte qui pousse Fayulu à s'allier au diable d'hier qui est Kabila? On ne comprend pas. Il n'y a pas de raison valable. Il n'y en a pas. Lorsque vous parlez de la majorité qui aurait dû être identifiée au début, mais qui identifie la majorité? C'est le président de la République. Parce que l'informateur que le président nomme, lui ne vient pas identifier la majorité. Il vient identifier la coalition. Mais la majorité en amont, c'est qui l'identifie? Lorsque l'Assemblée constate qu'il y a des députés qui se sont dégagés comme faisant partie de la majorité, ils font rapport au président de la République pour que celui-ci nomme au sein de cette majorité-là. C'est lui le président qui constate. Alors, le fait pour lui de n'avoir pas nommé l'informateur, il n'a pas du tout violé la Constitution. Et quand il a nommé l'informateur par la suite? Mais attendez, là, les cartes s'étaient rabattues. Attends. Mais attendez, il ne faut pas perdre de ceux qui sont à la maison. Attends. Quand le chef de l'État n'a pas nommé l'informateur, il n'y avait aucune violation de la Constitution. Dans la même législature, dans les mêmes circonstances des droits, dans la même situation politique, le chef de l'État redevient pour nommer l'informateur. Quand il y a eu violation, quand il n'y en a pas eu. Voilà. Oui. C'est là où vous créez l'amalgame. Vous dites dans les mêmes situations politiques. Non, ce n'est pas moi, je vous pose la question. Non, vous dites dans les mêmes... Qui vous dit qu'on était dans les mêmes situations politiques? Mais rappelez-vous... Qui vous dit que la situation des cash FCC, c'était la même situation qui a prévalu à la veille de la création... Non, nous parlons du mandat. Nous parlons du mandat, pas du cash FCC. Il ne faut pas oublier les choses. Mais lorsqu'on parle du contexte politique, on voit la composition... Non, on voit les mandats. Attendez. Non. Ce qui pilote, ce qui pousse à la nomination du Premier ministre, c'est la composition de l'Assemblée nationale. On ne voit pas les mandats. C'est comment les cartes se composent au sein de l'Assemblée nationale. Je vais te mettre quelque chose dans la société, c'est Traoré. Vous savez, ceux qui nous suivent à la maison doivent participer à une interaction importante. Quelques secondes d'observation. Quand nous parlons de caractère juridique, des exigences et de l'obligation de l'alliance de cette coalition, c'est en termes de mandat. Et en plein mandat, quand vous parlez du FCC, du cash, ce n'est pas juridique, c'est politique. Parce que dans la Constitution n'a même pas... Attendez, je vais vous donner la parole. La Constitution ne parle même pas de ces regroupements politiques-là. Mais ici, il est question de quoi? Le chef de l'État est élu minoritaire. Et en voulant coaliser avec une famille politique majoritaire, il n'a pas nommé l'informateur. Parce que la majorité... La majorité s'était déjà dégagée. Attendez. J'éclaire et puis je vous donne la parole. Allez-y. Le président est élu. Quand je parle de circonstances juridiques, je parle du contexte électoral de 2018. Le chef de l'État est minoritaire. Il fait recours à la majorité, qui n'était pas encore clairement identifiée parce que le FCC n'était pas majoritaire au Parlement. Vous ne pouvez pas dire que le FCC était majoritaire. Non, le FCC n'est pas reconnu juridiquement. Mais il a quand même fait recours. Il a nommé le Premier ministre sans nommer l'informateur. Lui-même est revenu dans le même mandat dont il était minoritaire. Il a nommé l'informateur pour nommer un autre Premier ministre. Et cette fois-là, dans une famille, dans une majorité que lui-même voulait. J'ai saisi Alors, la question. on se pose la question.
le président a violé la Constitution en nommant l'informateur ou en ne nommant pas l'informateur. À quel niveau? C'est là où je pose la question. Parce qu'il ne peut pas respecter, il ne peut pas respecter la Constitution à ces deux niveaux. Pour les mêmes mandats, il nomme, pour le même mandat, il démet. Mais à quel niveau il viole la Constitution? Au début de la législature, lorsque le président de la République est élu, il y a des députés qui se sont dégagés comme faisant partie d'une majorité au sein de l'Assemblée. Qui se sont dégagés, c'est-à-dire quoi? Les députés se sont prononcés comme faisant partie. Non, ce ne sont pas les députés. Majorité. Ce sont pas les députés qui font on appelle ça la déclaration d'appartenance. Ce n'est pas les députés à titre individuel. Ce sont le groupe parlementaire. OK? Qui représente les familles politiques. Il y a groupe parlementaire AFDC allié, groupe parlementaire MLC allié, groupe parlementaire. Quand ils font les déclarations d'appartenance, ils disent que nous sommes à la majorité. Et ça s'est fait au début de la législature. Ils l'avaient fait. Laissez-moi évoluer. Moi, je te relance. Tu as le temps de parler. Ils l'ont fait au début de la législature. Ils ont dit, nous, de MLC, nous allons à l'opposition. Nous, de l'AMOCA, nous allons à l'opposition. Quand est-ce que les députés sont revenus eux-mêmes, en tant qu'individus, pour venir dire que nous allons à l'union sacrée? Très bien. Au début de la législature, d'abord pour te dire qu'il ne s'agit pas des groupes parlementaires qui se prononcent. La preuve, lorsque Mbosso a distribué les formulaires aux députés, c'était chaque député qui a coché pour déclarer son appartenance. Chaque député. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale, cette législature. Lorsque les cartes se sont rabattues, la majorité a changé. C'est quand? Mais il y a quelques sessions passées là, ici à l'Assemblée nationale. Ça s'était déjà fait au début de la législature, non? Ça s'est fait une deuxième fois à l'Assemblée nationale. Oui, mais je vous dis, dans cette Assemblée nationale, ça s'est fait. Donc des appartenances pour la même législature. Au début de la législature, vous pouvez lire même le libellé de l'article, vous comprendrez. Quel article? L'article qui parle de l'article 78. Au début de la législature, le président nomme le premier ministre au sein de la majorité. Il y a virgule ou point quelque part là. Là, on ne parle pas encore de la coalition ou de l'informateur. C'est seulement si une majorité ne se dégage pas que le président fait recours à l'informateur. Mais restons dans la première partie de l'article. S'il y a déjà la majorité, quoi de plus normal que de ne pas nommer l'informateur? Cette majorité-là, c'est laquelle? Attendez, justement, attendez. Oui. Lorsque le constituant parle, dans le contexte là, le constituant, lorsqu'il dit le président de la République nomme au sein de la majorité, c'est qui constate qu'il y a majorité ou pas? C'est le président de la République et l'Assemblée. Non. Attends, Cissé Traoré. La majorité est constatée d'abord par le bureau de l'Assemblée nationale. Non, attends, ce n'est pas le président de la République. Il faut pas, il faut pas faire perdre les gens. Ce n'est pas le président qui doit venir dire qu'il y a telle majorité ou non. Non, attends. C'est le bureau de l'Assemblée nationale, après recension des actes de déclaration d'appartenance, des groupes parlementaires, des familles politiques. Le bureau peut prononcer une famille politique, et surtout que pour être majoritaire, il faut être reconnu juridiquement. Mais nous posons la question, sur base de quoi on a dit que le FCC était majoritaire au Parlement? Très bien. Ouais. Le bureau a constaté et a fait rapport au président de la République que voilà, une telle majorité s'est dégagée. Et par conséquent, le président fait quoi? Il nomme le premier ministre au sein de cette majorité-là qui s'est dégagée. Il n'avait pas besoin d'informateurs. Ce n'est que par après, lorsque le bureau de cette même Assemblée nationale a constaté qu'il y a eu recomposition des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, c'est là que le bureau c'est là que le bureau saisit le chef de l'État. Et le chef constate qu'il faut à présent éclaircir les choses en nommant un informateur. Parce qu'il y a eu recomposition. Il y a des déclarations qui ont été faites. Quand vous parlez de la recomposition, là, justement, attendez, il y a eu des déclarations qui ont été télévisées. Des groupes parlementaires qui disent, nous désormais, nous ne partageons pas ceci, nous sommes dans l'autre camp. Il y en a eu. Par exemple, quel groupe parlementaire? Par exemple, quel groupe parlementaire? Le groupe de Pius Moïse, de nombreux groupes parlementaires se sont prononcés publiquement. Ça, c'est une recomposition. Et par conséquent, il fallait un informateur. C'est comme ça que le chef a nommé un informateur. Par exemple, le médecin qui était l'opposition pour l'Union sacrée. Mais maintenant, lorsque vous parlez de la dislocation qu'il y a eu entre FCC et CAJ, au moins nous disons, tant que la Constitution n'impose pas qu'il y ait suivi d'une procédure quelconque pour déclarer la fin d'une coalition, quoi de plus normal? On n'a donc rien volé on n'a rien violé parce que la Constitution n'impose pas qu'il y ait une procédure à suivre pour casser une coalition.
Il y en a nulle part dans la Constitution. Alors, lorsque le président décide de mettre fin à FCCK, qu'est-ce qu'il a violé? Rien du tout. Je voudrais clarifier un peu la situation. J'aimerais paraphraser en 30 secondes. En 30 secondes seulement. En 30 secondes seulement, je vais paraphraser si c'est pour faire comprendre que les chefs de l'État avaient décidé de nommer un informateur, même s'il s'agit d'une question un peu révolue, mais il faut éclaircir l'opinion. Les chefs de l'État avaient décidé de nommer un informateur lorsque les députés nationaux regroupés au sein des regroupements politiques ou partis politiques avaient décidé, pour certains, de soutenir l'action du chef de l'État. Je vais prendre l'exemple du MLC, je vais prendre l'exemple des ensembles de Moïse Katumbi, je vais prendre l'exemple de plusieurs partis, les députés depuis Sumabilou, AAB de Jonathan Beloussouka. Lorsque tous ces regroupements politiques ont décidé de soutenir l'action du chef de l'État, c'est en ce moment-là qu'il y a eu réqualification de la majorité. Par exemple, le médecin, au début de la législature, qui était dans l'opposition, décide de soutenir l'action du chef de l'État. Ça veut dire qu'automatiquement, elle quitte de l'opposition vers la majorité. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ces cas-là? Il faut réqualifier la majorité. C'est ainsi que ce même député-là avait décidé. C'est ainsi que ce même député-là avait décidé, je veux dire, de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle interprète s'ils avaient la liberté d'appuyer telle opinion en défaveur de telle autre opinion. Heureusement pour eux, la Cour constitutionnelle leur avait donné raison. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de soutenir le chef de l'État au sein de l'Union sacrée sans pour autant perdre leur mandat. Merci beaucoup, Siméon. Mesdames, Messieurs, vous suivez Congo Presse. Aujourd'hui, c'est un nouveau format, une même opinion. C'est difficile de gérer. Mais écoutez, je voulais préciser des éléments ici. Qu'il n'existe pas. Il n'est pas question d'un vide juridique quand la loi ou la Constitution n'a pas prévu le mécanisme de dissolution d'une coalition. Ce n'est pas un vide. Simplement parce qu'on sait qu'une coalition est quinquennale. Donc, c'est une obligation pour le chef de l'État de coaliser avec une famille politique majoritaire pendant 5 ans. Donc, cette question est clairement résolue. Ça ne peut pas laisser des zones d'ombre. Sauf quand le chef de l'État a décidé de lui-même de mettre fin sans recourir au principe. Non, s'il vous plaît. Le chef n'avait pas résolu de lui-même. Il faut dire aux Congolais. Il faut dire que sur ce sujet, les Congolais avaient réclamé à ce qu'on mette fin à cette coalition. Ça, c'est un. De deux, les députés nationaux, les députés nationaux, s'il vous plaît. Attends, il faut aussi dire que nulle part dans la Constitution, il est dit que lorsqu'on forme une coalition, elle doit être quinquennale. Pas du tout. Non, la coalition peut s'arrêter à 2 ans. Elle peut s'arrêter à 1 année. Les députés nationaux qui avaient investi le gouvernement. On connaît tous que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée. Les députés nationaux qui avaient investi le gouvernement, à un moment donné, ont décidé de faire basculer les choses. Et qu'est-ce que le chef de l'État allait faire? Là, vous êtes au niveau... Qu'est-ce qu'il allait faire? Là, vous êtes au niveau d'une compréhension. Donc, c'est comme si... C'est le peuple congolais qui a demandé au chef de l'État de faire. Mais quand on demande au chef de l'État de faire, il faut des procédures. C'est pas que quand on demande au chef de l'État, il doit le faire comme il veut. Et plus grave encore, le peuple s'est exprimé. Mais il y a eu une procédure. Le peuple s'est exprimé. Il y a eu une procédure. La procédure, c'est que la Cour constitutionnelle a été saisie et elle s'est prononcée. Vous savez que c'est le peuple... Merci beaucoup. Nous allons entrer au deuxième sujet. Malheureusement, vous n'étiez pas mes débatteurs. J'étais obligé de toujours clarifier les choses de temps en temps. Notre solidarité à nos frères et sœurs détenus à la prison centrale de Makala. Mais une chose est vraie que du temps de Tshisekedi, il y a quand même beaucoup d'améliorations sur les conditions de vie des prisonniers, surtout en termes de manger. Ça, c'est mon constat personnel. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je ne vous demande pas de me compléter. C'est ça l'état des droits? Non, attendez. Bien qu'il y a beaucoup d'injustices, bien que plusieurs sont arrêtés sans être jugés, sans être condamnés, ils sont en prison dans un délai dépassé. Mais en termes de conditions, manger, dormir, je crois qu'il y a un travail quand même qui est fait, bien qu'à pas à 100%, mais néanmoins, il y a quand même une évolution positive. Il faut quand même saluer
la volonté du président dans ce sens-là. Et nous pensons que ça va aller dans tous les secteurs de la vie de la nation, pas seulement la prison centrale de Makala, même ailleurs, que ceux qui sont détenus ne soient pas pris comme des esclaves, mais qu'on trouve quand même à manger, à boire et les bonnes conditions de vie. Mais au-delà de ça, ajouter aussi la justice. N'amenez pas des gens par injustice, par haine, parce que tel a le pouvoir a décidé d'amener tel autre en prison. Ça, c'est vraiment un travail que le régime doit faire parce qu'il y a beaucoup d'injustice. Si c'est Traoré, je vais... Moi, je ne suis pas venu débattre avec vous. Quand j'ai fait mon constat, ne m'acclamez pas, parce que nous, il faut rester rationnel. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Les cas de Willy Bakonga, sorti par l'ordonnance, je t'avais posé la question, tu n'avais pas répondu. Mais le ministre de la Justice a dit qu'il doit rentrer encore en prison. Mais il est clair que lorsqu'on découvre qu'il y a eu fraude... On découvre. Évidemment, ça arrive. Vous avez dit tantôt. Après l'ordonnance du président, on découvre. Attendez. L'ordonnance du président ne suffit pas à elle seule pour libérer les gens. Après l'ordonnance du président de la République, il faut qu'il y ait une commission qui soit mise en place dans laquelle... Avant l'ordonnance ou après? Dans laquelle il y a des gens... Non, j'ai dit avant l'ordonnance ou après l'ordonnance? Avant tout comme après. Oh, évidemment. Parce que dans l'ordonnance du président... Si attendez, dans l'ordonnance du président... Non. Pas poursuivre. Non. Je ne vais pas te laisser poursuivre. Non, attends, je te retire un peu la parole. Je ne vais pas te laisser continuer quand je sais que tu es perdu. Avant de donner au président la proposition de signer une ordonnance, c'est qu'on a eu suffisamment du temps d'examiner les contours sur, l'opportunité de la question et sa compatibilité, je vais dire comme ça, à des termes simples, aux lois. C'est-à-dire, avant que quelqu'un ne soit gracié, la commission est déjà en amont, elle discute elle discute du fait répréhensible lui reproché, de la condamnation, c'est-à-dire que la peine, et voir si qu'est-ce que les lois disent, de manière à ce que quand le chef de l'État rend l'ordonnance, que ça ne soit pas le FCC qui bloque, mais cette fois-là, c'est le ministre de l'Union sacrée qui a révélé qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes. Donc, on dirait que le chef de l'État anticipe, et c'est dans les erreurs qu'il agit. Personne n'a dit qu'il y avait le FCC là-dedans et qui sera bloqué. Pas du tout. Allez-y. Ici, ce qu'il faut rappeler, c'est que la même commission qui est mise en place pour travailler en amont, elle travaille aussi en aval. Ce n'est pas quand le président prend l'ordonnance que pour autant la commission s'arrête de travailler. Elle continue de travailler même après l'ordonnance. Mais seulement, il y a des gens qui sont membres de cette commission-là qui peuvent tripatouiller, qui peuvent créer... il y a une commission du président, il y a les experts de la présidence à l'intérieur de la commission. Mais c'est des gens qui travaillent dedans, c'est des personnes humaines comme toi et moi, qui ont des sentiments, qui ont des besoins, qui ont tout... C'est des gens. Alors, au sein de l'état des droits. Attendez. Mais qui vous a dit que l'état des droits, ni Félix Tshisekedi lui-même n'a pas dit que son état des droits là s'exécutait automatiquement à 100%. Non, c'est un processus. Qui vous dit que si on commence la lutte anticorruption aujourd'hui, au bout de 6 mois, c'est fini, il n'y aura plus de corrupteurs dans ce pays? Non, c'est un processus. Merci. De la même manière, merci beaucoup. De la même manière qu'il y a des gens qui travaillent pour pouvoir insérer des noms non éligibles à la grâce dans l'ordonnance, dans la liste des personnes à libérer. Merci. C'est comme ça que la ministre de la Justice découvre par la suite qu'il y a des gens qui ont été libérés. Je pose la question si, parce que ici il n'est pas question quand même d'un cas inattentionné. Quand le chef de l'État a vu le nom de Bakonga, son cabinet, le directeur de cabinet a vu le nom de Bakonga, le cabinet chef d'État a vu le nom de Bakonga, la réaction était quoi? C'est comme si le chef a signé les ordonnances lui-même ne lit pas. C'est l'impression que tu nous as donné. Simeon, il sait quoi? C'est comme si le chef de l'État ne lit pas les ordonnances, il vient direct. Je vais répondre à ta question. Et on vient découvrir les erreurs après. Je vais répondre à ta question. Et c'est plus d'une fois. Je suis en train de chercher les véritables motivations qui ont poussé à la libération de Willy Bakonga. Tu cherches? Oui, je suis en train de chercher, je suis en train d'investiguer. Je crois que je vais tomber sur ces motivations. Mais néanmoins, je dois souligner... Tu abordes cette question avec beaucoup de réserve. Je dois souligner certains faits. C'est que Willy Bakonga n'avait pas été condamné pour un acte de détournement, non.
n'a pas été condamné pour un acte de détournement. C'était quoi? Il a par contre été condamné pour une infraction de transfert illégal d'argent. Oh. Oui, c'est cela l'infraction. Il était en train de se déplacer avec un très montant autorisé par la loi. Complété par Madame Rachel. Attendez, il faut. Non, je te retire un peu la parole. Je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. La qualification des infractions n'est pas sociologique. La qualification des infractions est juridique et les infractions pour lesquelles on poursuit les gens sont prises en charge par le code pénal. Il n'existe pas une infraction de transfèrement illégal. C'est-à-dire quoi cette infraction-là? Oui, et c'est écrit dans quel code pénal? Je vais toujours voir, amenez-moi le téléphone, je vais vérifier. Tu sais que dans notre pays, il est interdit de voyager avec plus de 10 000 $ en liquide. Il voyageait où? En mission de service? Non, mais on sait que Willy Bakonga a été arrêté à Brazzaville. Mais il a traversé avec une pirogue pour se retrouver à Brazzaville avec plus de 10 000 $. Il a été arrêté parce qu'il voyageait avec l'argent. Comment on dit qu'il voyageait avec l'argent? Mais ok, mais là. Parce que pendant ce temps, attends. Ce sont les services. Pendant ce temps, il était recherché. Pendant ce temps, il était recherché pour le dossier de détournement de l'EPST dans le cadre de 100 jours. Dans le cadre de 100 jours. Mais le dossier pour lequel il a été condamné n'est pas celui de détournement à l'EPST. Il a été condamné par contre pour l'infraction de transfert illégal d'argent. Il est sorti du territoire avec plus de 10 000 $. Il a été condamné pour ça. Attendez, et c'est pourquoi il a été condamné à 3 ans. Moi je suis un peu perdu, excusez-moi. Siméon, oui, mais je te donne le vrai raison. Attends, s'il vous plaît, je suis un peu perdu. Vous mettez beaucoup de choses au même moment. Je te donne le vrai raison. Nous devons rester cohérents, s'il vous plaît. Je suis cohérent. Ouf. Willy Bakonga a été recherché ici, dans ce pays. Pourquoi? Pour détournement des fonds publics alloués à la gratuité de l'enseignement. Évidemment. Quelqu'un qui a été recherché pour le détournement, il n'a pas été arrêté là-bas parce qu'on a senti l'odeur de l'argent avec lequel il sortait. Parce que surtout quand on se promène avec l'argent, ce n'est pas un transfert. Quand vous parlez de transfert, c'est de banque en banque. Je veux que vous puissiez être cohérent. Mais moi, je sais que pour que Willy Bakonga traverse et fuit Kinshasa, c'était à cause du détournement. Et si ce n'est pas cette infraction de détournement, pourquoi on l'a recherché? Parce que Willy Bakonga qu'on recherchait pour le détournement, on l'a eu. Mais l'infraction de détournement, on ne l'a jamais sanctionné. Ça veut dire quoi cette affaire-là? Non, merci, je vais te répondre. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Willy Bakonga fouillait Kinshasa parce qu'il était recherché pour une affaire de détournement. Une affaire de détournement. À l'EPST. Oui. Des faits avérés. Alors, et quand il est retrouvé, en fouillant, c'était un aveu. Il a accepté qu'il il fouillait avec son fils, mais ils avaient un sac qui détenait plus de 10 000 $. Donc c'était ça l'infraction. Et déjà pour ça, qui s'ajoute sur une autre. Mais oui. Et déjà pour ça, il a été jugé par la cour. Il a été jugé par la cour de cassation, jugé par la cour de cassation et condamné à 3 ans à cause du fait que qu'il quitte notre territoire avec plus de 10 000 $ à main. Il a été condamné à 3 ans. Et donc, il ne s'agit pas d'une infraction de détournement. Dans l'infraction, pour cette infraction-là, pour l'infraction maintenant pour laquelle on les recherchait, c'était abandonné. L'infraction pour laquelle on les recherchait, il n'y a jamais eu ouverture du dossier dans cette infraction-là. Mais si, c'est ce qui s'est passé. Attends, s'il vous plaît. C'est bien, il n'y a jamais eu ouverture du dossier dans cette affaire-là. Oyibi mulangama yoche na poche. Obandi ko kima na ngoto so bengana moyibi okako kwa kuna bu okweisi biloko mama bato awenze. Voilà. Esopani bakangio me babandi ko samisa pona biloko wana esopani me oyo mai to bando benganela yo to tiki. Balobi teke batiki, on n'a pas encore ouvert le dossier, c'est ça la réponse. Balobi teke batiki, bakangio, mais bafongoli le dossier te. Bafongoli d'abord dossier ya mikate. Bafongoli d'abord dossier ya mikate, ba juge ba condamné yo. Dossier ya mai, ba bosali yango te, ba ko juge le pour le dossier ya mai. C'est là na Siméon. C'est la malembe, je crois que au moins les droits changent. Ce basali mon avis de recherche, c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité.
Il n'y avait pas d'avis de recherche. Il n'y avait pas d'avis de recherche. Il y avait une invitation. Il y avait une invitation. Ce qui est comme un niveau, Moutou a traversé frontières sous-souté, Moutou bazo landelaye, c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Évidemment. Si Moutou a comme un niveau, c'est qu'à reconnaître, c'est un aveu. Et le principe de cristallisation des faits en droit dit que les aveux constituent les moyens de... La pyramide de preuve, je voulais dire. La pyramide de preuve, les aveux constituent les moyens de preuve par excellence. Quand tu vas devant le juge, tu es muni de preuves. On sali aveu. On dit que on a besoin de la preuve. Preuve, il y a un aveu au sali. Donc, Willy Bakonga, le fait qu'on a traversé à Kima, c'est qu'il y a un dit que Mbongo na yibaki. Mais Bakange Moutouana bando yiba ou bando recherché. Infraction pour bando la biso makele la détournement exact et comme yo abando traverser na sac Mbongo. Bon ce que sac Mbongo na so basim. Louis France, moi je voudrais pas que sur ces plateaux nous puissions compliquer les téléspectateurs. Les gens doivent comprendre clairement que l'infraction pour laquelle Bakonga a été incarcéré, c'est cette infraction des transferts illégaux d'argent. C'est comme ça qu'on a nommé ça. Parce que Bakonga a quitté notre pays vers un autre pays avec plus de 10 000 $ en liquide. Il a été arrêté pour ça, jugé pour ça à la cour de cassation, et lui et son fils. Je complète un élément. Avant de trouver l'argent qu'il avait dans les sacs, là, lui-même, la personne, on l'a arrêté pourquoi? Mais on l'a arrêté, on l'a arrêté parce qu'il s'était soustrait de la justice. On l'a arrêté parce qu'il s'était soustrait de la justice. Je repose la question. Avant de venir et trouver que dans les sacs de Willy Bakonga là, il y avait 10 millions de $ américains. Ba policier yo bakanga gi wana, infraction bakangela gi na maboko ezagini. On l'a arrêté parce qu'il s'était soustrait de la justice, il y avait une invitation. Pour quelle infraction? Il y avait... Oh là là, c'est là qu'on ne se comprend pas. L'infraction principale. Tu sais toujours qu'en droit, il y a des infractions principales et des infractions subsidiaires. Oui. L'infraction principale pour laquelle Bakonga a été recherché n'est pas encore mise sur table. Maintenant, la question que je pose, la question que je vous pose, tu vois, il était arrivé aujourd'hui. Maintenant, ce qui est comment dit que dans les sacs de William Bakonga là, il n'y avait rien. Donc, il serait relâché. Non. Mais là, on est maintenant dans les suppositions. On est dans les... Non, là, tu es dans les suppositions. Non, dans les sacs, il n'y avait pas 10 millions. On allait les laisser. Oui, non, ça, c'est les suppositions, justement. On n'allait pas les relâcher. On a des faits. Là, pourquoi vous voulez rester dans les suppositions? Là, on allait les juger pour la première infraction. Les faits sont là. Pourquoi vous voulez laisser les faits pour rester dans les si? Non, pendant que tu as une infraction, tu en commets une autre. Merci. Et lorsqu'on te met la main dessus, c'est au procureur d'apprécier. Le procureur préfère commencer par celle-là. Alors, où est le problème? Où est le problème? Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est arrivée à la fin. Merci de votre attention particulière et soutenue à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Ils étaient à 2. Je n'ai pas entendu de plaintes ici. Oh, ils sont nombreux. Nous sommes à 2. Aujourd'hui, ils sont à 2. Demain, quand l'un se retrouvera face à 3, des autres opinions, il ne faut pas en tenir rigueur. Merci beaucoup à Simeon Issa Konjali d'avoir été les nôtres. Merci à Cissé Traoré. Cette émission est terminée. Les rendez-vous, c'est le samedi prochain. Mais je veux maintenir les deux ici parce que je les trouve cohérents. Je vais vous garder pour Congo Presse, mais je vais juste varier d'autres tendances. C'est très important. Donc, vous devez déjà retenir que chaque samedi, à 16h, vous devez venir communiquer avec les peuples sur la vérité qu'il y a de la gestion de l'État. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toi, Glodine Zita. Merci au réalisateur le plus fashion, Merveille Vangou. Merci à toute l'équipe technique de CML 13, à la population congolaise. Mais une interpellation de ma part. Tout ce que nous disons aujourd'hui constitue des jurisprudences pour nous demain. Vous avez entendu plusieurs fois, le régime actuel est opposé devant plusieurs vidéos d'hier. Quand tu es au pouvoir ou à l'opposition, garde-toi à ce que tu dis. Il faut rester cohérent. Parce que nous, notre rôle, c'est de continuer à sortir les vidéos de contradictions. C'est ça le travail des journalistes. L'émission est terminée. Au revoir.